Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre live d'actualité. Bonjour Pénélope. Et bonjour Martin, bonjour tout le monde. On voit au début de la vidéo que je suis concentrée sur quelque chose et que je me rends compte qu'on a commencé à faire le live. Donc, salut tout le monde. Ben oui, parce que c'est une émission que nous enregistrons en direct sur Twitch. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Twitch pour pouvoir réagir. C'est pas celle dans laquelle on discute le plus avec nos abonnés, puisque forcément on est concentré sur les messages, voilà, les informations que l'on vous envoie. Et par contre, c'est une émission qu'on reverse ensuite sur YouTube. Peut-être vous nous suivez là-bas, peut-être vous aurez la possibilité de commenter. Et on vous remercie parce que vous avez été très nombreux à commenter cette émission dans les précédentes, les 3 précédents numéros que nous avons réalisés. On est toujours un peu en période de rodage, mais c'est un format... Ça fait très très plaisir un accueil comme ça. Hein. Merci. Alors j'ai une petite remarque, parce que vous êtes quelques-uns, quand on a posté notre dernière vidéo news, à vous être inquiétés que ces vidéos news étaient moins présentes sur notre chaîne, et à me dire, je suis content de revoir Sylvain, je suis content de voir Aline, je préfère ce format monté pour certains, et ça c'était tout à fait normal. On n'est pas inquiet parce qu'on a eu beaucoup de commentaires très positifs sur nos précédents formats d'actualité, et surtout des vues, un nombre de vues qui est vraiment impressionnant pour nous, donc on est très très content. Ça veut dire que c'est attendu et c'est suivi. Mais on le sait, c'est une chaîne qui s'est montée sur des formats montés, justement, qui sont spécifiques, auxquels vous êtes habitués depuis maintenant 133 numéros de Vidéo News. Je tiens vraiment à vous rassurer, ce format-là se rajoute en plus. Sur ce début d'année, il se trouve que on a le Festival des Jeux de Cannes organisé et que par ailleurs, moi, à titre personnel, j'ai été un peu victime des virus hivernaux, ce qui fait que j'ai beaucoup moins monté la nuit, donc il y a moins de vidéos qui sont arrivées, ça n'est pas lié à ce format-là, c'est normal que le public ne soit pas tout à fait le même. Rassurez-vous, je ne viens remplacer personne. Ça, c'est une information importante. Voilà. Ça n'est pas le but du tout. Non, on ne change pas du tout notre ligne éditoriale, on l'enrichit. Donc si vous êtes moins sensible à la limite, c'est normal. Ne le regardez pas éventuellement, tout le monde ne le regarde pas, moi je ne regarde pas tous les formats de toutes les chaînes que j'apprécie. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, on ne change pas notre ligne, on l'enrichit, c'est la seule chose que je voulais dire en préambule de cette émission. On a notre sommaire de cette semaine, alors comme d'habitude c'est les rubriques habituelles, on va vous parler des news, il y en a beaucoup cette semaine Pénélope. Oh oui, il y en a plein. On sent qu'on s'approche de plus en plus de Cannes, donc beaucoup d'éditeurs ont des jeux qu'ils annoncent de toutes parts, ça sera jouable, ça sera là, une exclue, vous la verrez, voilà, donc beaucoup de choses. Nous avons les retours de Nuremberg, alors c'est intégré aux news en réalité, parce que les informations qu'on vous donne, c'est souvent des informations de jeux qui ont été présentées aux partenaires des éditeurs sur Nuremberg. Ah, petite précision, justement, nous avons diffusé une vidéo que je n'ai pas reversée sur YouTube hier sur Twitch, vous pouvez la retrouver sur Twitch. On a parlé de Nuremberg avec Mathieu Despnous et Mathieu Lanvin. C'est justement pour vous dire que ces formats enregistrés en direct, on en fait régulièrement depuis plus d'1 an maintenant. On les remet pas toujours sur YouTube. Celui-ci, on le remet, c'est ce qui surprend certains. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Twitch. Vous avez accès à cette vidéo, ce live, dans un format live avec un son de live et des interactions avec les gens qui nous regardent pendant 14 jours. Donc vous allez pouvoir avoir les retours de ces 2 éditeurs, de Cocktail Games et de Blue Orange, sur leur salon de Nuremberg. Ensuite, on parlera des sorties, on parlera des financements participatifs. La question qu'on vous a posée cette semaine, c'est quel est votre type de jeu ? On était curieux de savoir, c'était ton idée, Pénélope. Si vous êtes plutôt des gros joueurs ou des joueurs de petits jeux. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, on en parle souvent. On est souvent à dire, des jeux familiaux et tout. Et je me demandais quelle était la réelle proportion des gens qui nous suivent ou qui te suivent, c'est quel public, en fait. Et quels sont les types de jeux qui les intéressent le plus ? Et puis on terminera avec l'actu des médias. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par des news. On en a vraiment noté pas mal, donc on a beaucoup de choses à vous raconter sur ces différentes news. D'accord. Et tout simplement, il y a Frédéric Henry qui lance Iron Castle France, Iron Castle Game, qui est une nouvelle structure, un nouveau genre d'éditeur. Et alors attention, moi, je me suis fait cette réflexion. En fait, ça n'est pas du jeu de société du tout, puisque ça va être peut-être, je ne sais pas quelle va être l'étendue de leur activité, mais comme page, ils sont notés à livre et littérature, et ils vont proposer, et ça a l'air assez génial, moi ça me fait super envie, un genre de jeu dont vous êtes le héros, sonore et vocal, en fait une application pour vos téléphones qui sera un jeu dont vous êtes le héros et avec des thèmes très divers, très variés. Alors ils ont mis un teaser, je ne sais pas si j'ai mis le lien sur le document. Oui.
où on voit bien la vidéo. Ils ont mis un teaser où on voit un peu le genre de thèmes qui seront abordés. Et c'est un jeu dont vous êtes le héros, qui aura la reconnaissance vocale. Donc je pense qu'on va parler à l'application pour lui dire ce qu'on a envie de faire, quels seront nos choix. Et ça, ça fait... C'est le genre de choses dont on se disait un jour ça va arriver, et j'aimerais bien que ça arrive vite. Et moi, ça, voilà, il y a Mélo qui dit ça me chauffe de ouf. Moi aussi, ça me chauffe de ouf. Je trouve ça assez super. Et donc, ça sort le 17 février. C'est là, c'est tout de suite, c'est bientôt. C'est un peu pour Cannes qui le prépare. Frédéric Henry, à l'origine, il a lancé le studio Monolith. Il a fait d'autres choses avant, comme Timeline notamment. Il a fait pas mal de jeux chez pas mal d'éditeurs différents, et c'est un peu un touche-à-tout. Il aime bien avoir des projets qui le motivent, et il se lance dans des projets assez différents les uns des autres. Donc voilà, là on a ce nouveau projet. Il commence à nous teaser un peu, il va le faire par étapes. Ça a l'air vraiment très original. Ah ouais. Ça, forcément, on va avoir l'occasion de vous en reparler dans de futures vidéos. Et puis voilà, ils disent qu'il y a des aventures qui dureront 15 minutes et d'autres qui peuvent durer plusieurs heures. Donc c'est interprété, toutes les voix sont interprétées par des comédiens. Quand on écoute le teaser, on s'en rend compte tout de suite. Donc je pense qu'il y aura ça sera très, très appliqué. Je pense que ça sera du très bon produit. J'ai hâte d'essayer. Et vous m'avez suggéré de mettre mes visuels sur l'autre écran pour qu'on ait l'impression de regarder dans la même direction. Oui, alors j'ai réfléchi à changer, mais chez moi, ça va être compliqué. Le sens de la caméra, c'est quasiment impossible. Et évidemment, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Je suis désolée. Mais ça viendra un jour. Mais ceci dit, je pense qu'on regarde un peu dans la même direction, parce que toi, tu regardes sur ta gauche. Quand je regarde mon écran ici d'info, je regarde de ce côté-là. Ouais, ça dépend des moments. C'est pas vraiment une news, ça. Non, désolé. C'est des réglages. Alors, autre news. Alors, c'est une toute petite news, la suivante. Hein. Oui, tu nous parles du Meeple Quest. Alors, c'est juste parce que c'est rigolo. Alors, la question, ça sera, est-ce que ça sera réussi ou est-ce que ça sera une tentative un peu ratée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a... alors, je ne sais... C'est Meeple Quest. Alors, je ne sais pas quel est le nom, mais il y a écrit meeplequest.com. Donc, voilà, il va y avoir une application qui sera téléchargeable sur les téléphones. À Cannes de cette année, ça va être la première fois qu'on pourra essayer cette application. Cette application, elle a été créée pour partir à l'aventure sur les festivals de jeux et gagner des cadeaux. Et quand je dis partir à l'aventure, c'est qu'en gros, votre application, elle va suivre, vous pourrez, comment dire, sans doute, elle va suivre vos mouvements au sein du festival et vos déplacements, etc. Mais aussi, il y aura des interactions avec les éditeurs, c'est-à-dire que les éditeurs sont en collab, normalement, si je ne dis pas de bêtises, avec MeepleQuest, pour que vous rendiez visite à un certain nombre d'éditeurs, vous remplissiez, du coup, en fait, vous êtes un Meeple en aventure, vous allez remplir un certain nombre de quêtes et d'objectifs qui seront dans l'application en vous déplaçant, en allant visiter certains stands, etc., sur le festival. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez gagner dans cette application une espèce de monnaie, fictive, mais vous pourrez utiliser cette monnaie fictive pour vous acheter des goodies, voire des jeux neufs, ou faire des échanges, ou je ne sais pas encore. Tout n'est pas encore très très clair, mais c'est déjà téléchargeable sur vos téléphones, la version bêta. Pour l'instant, bien sûr, il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas encore eu aucun festival et il va y avoir le Fige, mais je trouve ça rigolo. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de voir si ça marche. Si ça marche, ça peut être carrément super, super, super. Si ça marche moyen, ça sera juste moyen, on aura essayé, c'est pas grave. Mais dans l'idée, je trouve ça assez marrant. Alors là, on rentre dans les annonces de futures sorties françaises, et alors là, il y en a un paquet. Oui. On va commencer par la première, qui est une annonce. Alors c'est une annonce qui n'est pas très pleine de précision et de détails, mais qui est quand même une énorme annonce. C'est Libellude qui a annoncé sur sa page Facebook l'arrivée d'une boîte Dixit Disney. Incroyable. La collaboration, une des collaborations les plus attendues. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et on le voit sur la bande, l'image, c'est qu'à première vue, ça sera une vraie collaboration, c'est-à-dire que ça ne sera pas juste des images plaquées de dessins animés. On voit qu'il y a du dessin qui est fait sur la vidéo, et donc on peut supposer que ce sera des dessins faits pour le jeu, dans un esprit peut-être Dixit. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien que c'est pas juste prendre des images du film pour faire un Dixit avec des images de dessins animés, quoi. Voilà, ça, vous avez vu la petite bande-annonce qui est passée sur le Facebook de Libellude.
Là, forcément, les licences arrivent. C'est Asmodée qui a la licence de ce qui doit se négocier, j'imagine, au cas par cas, de toute façon, mais de Disney. Donc, il l'adapte sur pas mal de formats différents. Je dis ça, mais c'est même pas forcément vrai, puisqu'on sait très bien que chez Ravensburger, on a des jeux qui sont liés à Asmodée aussi, ce qui prouve bien que c'est vraiment au cas par cas, en fonction des projets. On va avoir des jeux dans cet univers-là ou dans d'autres univers. Est-ce qu'on aura un Dixit Marvel? C'est pas. Ça serait une collab plus étonnante. Moi, je trouve un petit peu plus surprenante. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si on pourra jouer avec les cartes, ces cartes-là avec Stella. Alors, premièrement, je n'en sais absolument rien, puisque je ne sais absolument pas à quoi ça va ressembler. Mais oui, forcément. À première vue des cartes d'illustration, tant qu'elles ont le même dos Dixit, Libellude a fait attention à ça depuis le début, ça semble une chose possible. Et presque évidente, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ensuite, tu nous as annoncé l'arrivée d'Andromeda's... Alors, Andromeda's Edge. J'en ai parlé la semaine dernière pour dire il y a le Kickstarter qui est en cours. Le Kickstarter, d'ailleurs, est... Alors, est-ce qu'il est toujours en cours ou est-ce qu'il a été lancé? Non, je crois qu'il est toujours en cours. Il est toujours en cours, oui. Voilà, il est toujours en cours. Et en fait, dans la foulée de ça, Lucky Duck a annoncé qu'ils allaient proposer la version française, italienne, polonaise, etc. Nous, c'est surtout la version française qui nous intéresse, du jeu. Alors, je rappelle que c'est un jeu développé par Luc et Maximus Lori. Luc Lori, qui est l'auteur de Dwellings of Eldervale et de plein d'autres jeux, notamment, je crois que c'était aussi lui, derrière Whistle Mountain, etc. Plein d'autres jeux que j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'aime bien. Et d'ailleurs, Dwellings of Eldervale n'arrivera jamais en France parce que c'est très compliqué. Pour l'instant, il n'est jamais arrivé en France. Et Lucky Duck ont annoncé Andromeda's Edge, qui est un genre de space opéra à la limite du 4X, très très fourni, très très beau. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour nous. Voilà, et c'est annoncé sur la page. Alors, c'est pas un Kickstarter, c'est un... Non, c'est un GameFound. Je viens de voir ça. Désolé, des fois, je me perds un peu là-dedans. C'est ce qui change pas grand-chose, c'est un financement participatif. Il faut qu'on prenne l'habitude de dire financement participatif, parce que maintenant, ça correspond à des plateformes différentes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, on avait tendance à dire Kickstarter de manière abusive. On voit que c'est indiqué sur la page du GameFound. Vous avez la version française. C'est marqué effectivement que Lucky Duck Games est partenaire, donc vous pouvez pledger. Directement là-dessus si vous voulez avoir la version de luxe, parce qu'on ne sait pas si elle sera disponible Alors, ils sont en train de réfléchir à ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter pour savoir si le contenu de luxe sera à disponibilité en boutique. Pour l'instant, ils n'en sont pas sûrs. Et je précise que ça sera pour 2024, parce que ça, c'est quand même une information intéressante, c'est-à-dire que c'est pas du tout pour tout de suite. On a la chance d'enregistrer cette émission avec vous qui nous faites des commentaires sur le chat, et on a Tim Rage qui nous dit de relayer l'information selon laquelle Blue Orange va sortir la suite de Next Station, qui était London sur Londres, la première édition. Donc c'est ce super Roll and Write, l'un des tout meilleurs de l'année dernière. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce Roll and Write. Next Station, ouais. J'y ai beaucoup joué aussi. Alors c'est thématique puisqu'on est dans le métro, mais par contre on fait des plans de métro, donc on trace des traits, c'est pas très immersif en ce qui concerne le thème, mais c'est tellement efficace que moi j'aime beaucoup ce jeu. La version qui arrive cette année, c'est la version Tokyo, et ils ont annoncé que la prochaine version, ce sera la version Paris. Donc on attend de découvrir ce qu'ils ont intégré comme règles de grève, notamment, pour savoir comment on va y jouer. En tout cas, ça serait bien thématique. Je vois que Jemo Dodd nous dit aussi que les grosses annonces de cette semaine, c'est aussi Site Expedition. Alors ça, on en a parlé la semaine dernière, on était en avance de dingue. Voilà, et c'est l'adaptation de Dead 16 chez Scorpion Masqué. Ça oui, par contre, c'est la grosse news du jour. C'est sorti ce matin tout frais, tout chaud du four. On en parle tout à l'heure, parce que c'est un futur Kickstarter. On a parlé de Next Station Paris et de Next Station Tokyo. Est-ce que ça serait pas le moment de rebondir sur un jeu qui, par le thème, s'apparente un peu à Next Station, puisqu'il s'agit de Get On Board, donc un jeu qui est paru chez Yellow, qui en France, pour sa version française, mais qui à l'origine est un jeu japonais. Ça se passe à Londres, je crois. Exactement, que quelques auteurs qui avaient fait le Game Market au Japon avaient ramené dans leur valise, avaient présenté à différents éditeurs. La team c'était le nom original, notamment. Get On Board? Oui, je crois que c'était le nom original. Je suis pas sûr. Je crois pas que c'était le nom original. Pas sûr non plus. Et pas du tout ce visuel-là, d'ailleurs. Très différent. Et j'ai adoré Get On Board. Toi, tu as beaucoup aimé Next Station. Moi, Get On Board, c'est un de mes jeux de roll and write ou de ce que vous voulez et ce que vous voulez.
favori. La version française est vraiment très très chouette par rapport à ce qu'était le jeu d'origine, ou qui était graphiquement un peu plus simple, en tout cas qui sentait bon le japonais, et que j'avais eu l'occasion de jouer aussi. Moi je l'avais découvert au Ludiopathique notamment, ramené je crois par la team Kaedama à l'époque, et c'est donc Yellow qui s'en est occupé. Il y aura 2 nouvelles versions, Pénélope. Oui, il y aura. En fait, non, c'est une seule version, si je ne dis pas de bêtises. C'est Rome. Rome est. Enfin, peut-être je dis une bêtise, mais quand on va sur Board Game Geek, on voit une seule boîte qui est Paris et Rome. Et on ne voit qu'une boîte sur la photo. Donc pour moi, c'est une seule boîte dans laquelle il y aura Paris et Rome. Alors j'aime bien, il y a du Gong Ding Dong qui propose d'autres modules, le module grève, le module travaux, le module personne sur la voie. Pour la version j'aime Paris, bien le évidemment. dernier. Oui, bien sûr. Et il y a, je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui a dit, Plessix qui nous dit le nom d'origine, c'était Let's Tech Bus. Je crois que c'était effectivement ça. Oui, c'est la version que j'ai jouée à l'époque. Donc là, voilà, c'est juste une photo qui est annoncée. Alors en vrai, moi je l'avais vue, j'ai vu la boîte à SN l'année dernière en avant-première, et donc ça fait un petit bout de temps que c'est dans les tuyaux, et c'est très très joli. Et il me semble que sur Paris, en fait, de grève, c'est plutôt le thème des amoureux qui est mis à l'honneur. Mais voilà. C'est sur mon souvenir de ce que j'ai vu il y a 6 mois. On plaisante, évidemment, il n'y a pas de fond dans ce qu'on raconte. Il faut faire attention à chaque fois à l'impression que l'on donne quand on plaisante un petit peu sur les jeux, sur les éditeurs, sur n'importe quoi. Je me suis expliqué un petit peu avec Matago la semaine dernière, parce que j'ai parlé de Red Rising, et moi j'ai essayé de résumer une frustration que j'avais en tant qu'auteur, mais après, c'est vrai que quand on parle d'un éditeur de manière générale, surtout sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques années maintenant, on donne l'impression qu'on critique cet éditeur. Alors, ça peut arriver. Clairement, ça peut arriver, c'est pas la question, mais par contre, c'était même pas le sujet que j'avais abordé dans la précédente émission. C'était juste ma frustration de quand je suis journaliste et que j'essaye de parler de sujets, de ne pas avoir accès aux jeux, que je les achète ou que je les reçoive d'ailleurs, parce que je ne réclame jamais, moi, de recevoir des jeux, ça j'insiste toujours dessus, j'ai jamais demandé à aucun éditeur de m'en envoyer. Ah, enfin. Alors là, je suis très très contente de parler de celle-ci. Ancient Knowledge, ça fait un bout de temps que je le surveille, que j'en parle sur ma chaîne. J'ai pu y jouer très très tôt. Il a été officialisé chez Yellow. Il sera jouable. Donc c'est le prochain jeu, un des prochains jeux de cette fin d'année qui va sortir chez Yellow. C'est un jeu de Rémi Mathieu. Ça va être sa première sortie, mais il va en avoir d'autres. Oui. Voilà. Ça fait un moment qu'on le croise, lui. Ouais, et c'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 75 minutes à partir de 14 ans. Et c'est un jeu de construction de moteur avec la particularité d'être éphémère, c'est-à-dire qu'on va construire des bâtiments qui vont nous faire un moteur, mais ces bâtiments vont suivre une frise chronologique, c'est-à-dire qu'à chaque fin de tour, ils vont se décaler vers la gauche pour lentement décliner vers le passé, et donc des fois, ils tomberont en déclin. Il faut arriver à en tirer tout le savoir avant que les bâtiments ne tombent en déclin. Et il y a beaucoup de combos, énormément de cartes. Chaque carte est un monument historique, célèbre ou non d'ailleurs, qui est visible sur Terre normalement, certaines exceptions comme l'Atlantide, et beaucoup d'artefacts. Et nous avons la joie, et je suis très très contente, nous avons les premières images officielles. Voici les images que tu as reçues en avant-première. Oui, exactement. Alors j'en ai même d'autres, mais je les montrerai un peu plus tard. Mais ils vont bientôt les dévoiler sur leur site ou sur leur page Facebook. Et ils m'ont fait la gentillesse de m'en filer quelques-unes. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit j'aimerais bien l'essayer au Fige. Ça sera complètement essayable au Fige. Il sera jouable dans un espace Very Important Player. Donc ça sera un espace un peu fermé, mais je pense que ça sera ouvert en fait. J'ai pas très bien compris d'ailleurs cette idée, mais en gros, tout le monde pourra y aller, mais il y aura une ambiance un peu, j'imagine, si vous êtes important, vous fait jouer à des exclus, et ça sera une des exclus que vous pourrez voir. Alors comme vous pouvez le voir à l'image, une des choses que j'aime beaucoup dans ce jeu, parce que moi j'y ai joué plusieurs fois, c'est que c'est très très beau au niveau des illustrations, que c'est très très clair au niveau de l'iconographie et de la lisibilité des cartes, ce qui est un énorme point fort pour moi. Et je vous le dis, ça va être très très chouette. Le jeu suivant dont on va vous parler, c'est Mind Up, et là on retrouve au casting des personnes qu'on aime beaucoup, nous, sur un monde de jeu, qu'on a l'occasion de croiser souvent sur les différentes émissions qu'on fait, et parfois dans notre entourage proche. Maxime Rambourg est l'auteur de Mind Up. L'illustratrice, c'est Christine Alcouf, dont vous pouvez voir une illustration là, juste
au-dessus de mon épaule, derrière moi. Mm. Et du coup, on montre au chalet assez régulièrement. À chaque fois qu'un éditeur passe, il me dit « Ah, c'est quoi cette illustration? C'est qui ?» Donc on leur répond « C'est Christine Alcouf. » N'hésitez pas, si vous aimez bien ces illustrations, à aller jeter un petit coup d'œil, à lui demander des informations. Alors, je vois qu'il sera normalement proposé, enfin, visible, je pense, au Festival des Jeux de Cannes. Ça doit être pour ça qu'on en parle aussi maintenant. C'est pour 3-6 joueurs, des parties de 15-20 minutes à partir de 8 ans. Et c'est un jeu c'est un jeu de cartes léger avec un principe qui a l'air assez malin et qui me fait assez envie. Il y aura il va y avoir un scoring à chaque fin de manche, et pendant une manche, on va jouer des cartes de sa main pour récupérer des cartes qui sont déjà sur la table. Et ce qui est le petit twist intéressant, c'est que les cartes qu'on va récupérer sont celles qu'on va jouer pour la manche suivante. Et donc, c'est une espèce de petite construction de tableau comme ça rapide. J'ai pas tous les détails, mais et j'y ai pas joué. Je ne fais que répéter ce que j'ai lu sur Internet et d'essayer d'imaginer au mieux ce que c'est. Mais ça a l'air très très sympa. Eh bien, moi, j'y ai joué. J'ai eu l'occasion d'y jouer. Bah voilà. Bah oui, il me dit rien. C'est le petit jeu de poche qu'on peut balader partout. Donc, est-ce que j'ai bien deviné? Oui, alors c'est assez simple, on va récupérer des cartes. Je ne vais pas rentrer dans les explications mécaniques parce que je ne suis pas capable, moi, d'expliquer comme ça en 2 secondes un jeu auquel j'ai joué il y a 3-4 mois. Après, je vais vous dire n'importe quoi. Par contre, en termes de sensation de jeu, vraiment, on voit finalement une parenté avec les jeux que font très souvent Gigamic dans leur petite boîte métal comme les 6 qui prend, mais avec un côté vraiment malin, puisque vous allez jouer avec les autres joueurs autour de la table. Il y a vraiment de l'analyse de ce que les autres vont faire. C'est rapide, ça crée de l'ambiance autour de la table. C'est assez dynamique. C'est vraiment le genre de petit jeu, je comprends tout à fait Catch Up Games, qui ont envie de rajouter ce petit jeu à son catalogue. Ah, un coin, j'aime bien. Oui, alors j'ai eu envie de parler de celui-là, ne serait-ce que pour sa couverture que je trouve absolument magnifique, qui reprend un tableau célèbre de Vercingétorix rendant les arbres au pied de Jules César. Effectivement, c'est un coin game. Coin étant ce sont les 2 premières syllabes de counter, insurgency, c'est-à-dire contre-insurrection. En fait, ce sont des gros jeux de bataille, de contrôle de territoire, avec un système où, en gros, il y aura toujours une révolte, une insurrection, et on va jouer l'un ou l'autre camp, c'est-à-dire le camp de celui qui est l'oppresseur et du camp de celui qui essaye de s'en sortir. Là, je trouve que le thème est un thème vraiment... Enfin, moi, j'adore l'histoire de la Gaule, etc. Pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît, dans le chat. Que j'avais étudié en histoire, et je suis contente qu'il y ait un jeu qui vraiment mette ça en avant, et je pense qu'il y aura les tribus gauloises. J'ai envie d'espérer qu'il y aura les tribus gauloises. Là, on est sur du jeu de niche, hein, soyons très clairs. C'est pas le genre de jeu qui va plaire à tout le monde. En plus, c'est assez cher. C'est pour un 4 joueurs et c'est des parties de 360 minutes. Hein. On n'est pas sur du party game, et c'est à partir de 14 ans. Et voilà, c'est assez rare et assez c'est chouette qu'il y ait une belle sortie comme ça. Alors, pour information, on avait enregistré une vidéo pour vous expliquer ce dont il s'agit, quels sont ces jeux coin. Falling Sky, ça fait un moment qu'il est sorti en langue originelle, et là maintenant il sort en édition française grâce à Asynchron. Ce sont des jeux qui ne sont pas si complexes à expliquer en réalité. C'est pas très compliqué. C'est de gagner qui est compliqué. Voilà, c'est régi par des cartes, donc on est vraiment dans une tradition qui est de jeu à l'américaine d'une certaine manière, avec des thèmes historiques, des graphismes qui souvent sont assez simples, mais on est immergé complètement, et ce sont les interactions qui ont lieu autour de la table qui rendent ces jeux absolument passionnants, parce que ça fait partie de ces types de jeux dans lesquels on se raconte une histoire après. Il y a des faits historiques, mais ce qui va se passer ne va pas forcément correspondre à ce qui s'est passé dans la vraie vie. On a des thèmes sont très variables selon les jeux. Là, ici, par exemple, c'est Falling Sky, donc on remonte très très loin dans l'histoire, mais à l'époque de la Gaule. Mais sinon, il y a beaucoup de sujets. Ouais. On a plein d'autres sujets. Il n'y a qu'un seul L à Gaule. Je suis en train de lire le texte qui est marqué juste à côté. Tout à fait, sinon ça serait la Gaule. J'en aurais mis 2, c'est dingue. Non, il n'y en a qu'un, ou la Gauille. Mais il y a Braddock qui spécifie, et il a raison. Mais c'est quoi ce prix ? Effectivement, là, on est sur la version Deluxe, full Deluxe King Size, avec tout le matos incroyable à 150 €. Normalement, c'est moins cher. Et puis c'est la version française. Si vous voulez l'avoir pour moins cher, je pense qu'il faut regarder du côté de la version anglaise. Si vous maîtrisez un petit peu la langue, vous allez pouvoir... Effectivement, Étienne Roussel, merci. C'est Charles de Gaulle qui en a 2. Mais voilà pourquoi. Je me disais aussi, quand même.
Donc voilà pour Falling Sky, qui est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire ce genre de jeu avec un public français. Il y en a quelques autres qui existent. On nous cite dans le chat la version de Gandhi également, que j'ai vu passer également. Il y a une version sur l'Algérie. Alors c'est pas en français cette version-là, sur les guerres d'Algérie. Forcément, je pense que c'est plus sensible pour notre public francophone. Et en même temps, c'est des sujets qui sont intéressants également. Petit jeu ensuite. On passe d'un extrême à un autre, j'ai envie de dire. Nimalia va sortir en avril chez la boîte de jeux. Ils ont annoncé ça sur leur page Facebook. La boîte de jeux, et je vois Lucky Duck Games aussi indiqué sur la boîte. Ah oui, tiens. Mais alors peut-être c'est pas la version, tu sais, Lucky Duck, ils ont... Ah non, bah si, il n'y a pas de raison. Mais alors c'est fou ça. C'est un jeu qui est signé par William Liévin, illustré par Pauline Détra et publié donc par plusieurs éditeurs. Oui, moi je l'ai vu sur la page de la boîte de jeu, effectivement. C'est à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes. C'est un jeu de placement et de recouvrement de cartes, c'est-à-dire que vous allez jouer des cartes comme vous poseriez des tuiles pour former au final une grille de 6 par 6. À chaque fois, vous avez un impératif, c'est de toujours recouvrir une case. Sur ces cases, vous avez des biomes et des animaux. Et comme beaucoup de ces jeux-là, il va falloir remplir différents objectifs. Alors, visiblement, il y aura beaucoup d'objectifs différents. Ça me fait penser un peu à Sprolopolis et Chariot de l'Ouest dans ce genre d'idée. Mais en plus grande boîte, avec plus de possibilités, jouer à plusieurs. Et voilà, c'est un petit jeu qui va venir. Le genre de jeu qui permet de jouer 30 minutes entre deux parties de Falling Sky. Oui, on est dans une gamme de jeux vraiment très très accessible. C'est précieux aussi pour les éditeurs d'avoir ce type de jeu. Là, on est en dessous de la catégorie initiée. On est vraiment dans la catégorie familiale. Oui, mais quand familiale. même. Proche, j'ai presque avec les illustrations, à un moment, je me suis demandé si c'était pas un jeu enfant, mais non. Alors moi, quand j'y ai joué, ça m'a fait penser un petit peu à ce que fait par exemple un éditeur comme Blam avec des jeux comme Locomomo ou celui qui a suivi et qui ressemble davantage à celui-ci d'ailleurs et dont le nom m'échappe, c'est Farm Club. Alors, le suivant, là cette fois-ci on passe chez Ocaluda. J'ai pas préparé le visuel, mais c'était une petite annonce d'Ocaluda qui n'ont pas dû montrer le visuel pour l'instant. Ils nous signalent qu'ils vont créer un jeu dans l'univers de Landfeus 2-3, donc forcément, on est attentif. Ça fait rêver. J'espère que vous connaissez Landfeus 2-3, cette bande dessinée qui est parue dans les années 90, si je ne me trompe pas. Signé Areston au scénario et Tarquin au dessin. Et donc ils vont lancer un Roll and Explore, c'est comme ça qu'ils le définissent, pour 4 joueurs, avec un mode tuto pour les rookies, je cite leur texte, et un mode histoire pour les aficionados de Landfeus 2-3. Forcément, on est intéressé. Il y aura d'autres jeux proposés par Ocaluda qui ont un planning chargé maintenant sur le festival de jeux de Cannes. C'était déjà le cas l'année dernière, ils ont sorti plusieurs jeux, ça continue, ils avaient moins de sorties par an, et là ça commence à devenir plus important. Vous pourrez découvrir à Cannes notamment Suricates, un jeu coop. C'est basé sur la mécanique du taquin. Suricate. C'était parti sur de l'anglais. Non mais je sais pas. C'était tout à fait raison. Il y aura Yuan, l'art de la guerre, un jeu expert de programmation, qui sera également présenté sur Cannes. Donc ça fait 3 bonnes raisons d'aller faire un petit tour sur le stand d'Ocaluda. J'aime Landfeus 2-3, c'est vraiment, on est la génération Landfeus 2-3. Moi je me souviens de l'avoir vu arriver, c'était un tsunami, cette bande dessinée, dans l'univers de la bande dessinée des années 90. Je ne les ai pas relus, je ne sais pas si ça a vieilli vraiment, mais c'est vrai que quand c'est arrivé, ça a changé beaucoup de choses dans l'univers de la BD, puisque c'est une bande dessinée dans laquelle les héros ont des super pouvoirs, mais parfois un peu ridicules, donc c'est assez rigolo. Chacun a son petit super pouvoir. C'est une bande dessinée plutôt humoristique de base. Ensuite, tu voulais nous parler d'un jeu d'Oliver Cayley. Alors, on a quelques sorties à l'étranger, moins cette semaine. On sent que l'actu, là, ça bouge beaucoup dans notre territoire à cause de Cannes, mais quand même quelques-unes. Donc, Pax Illuminated. On adore cette couverture, on est tous d'accord, ça a l'air super. En fait, c'est un nouveau jeu de la série Pax. Pax Pamir, Pax Renaissance, etc. Donc, c'est un jeu d'Olivier Riley, illustré par Olivier Keeley d'ailleurs, et Oliver Keeley, je dis n'importe quoi, et illustré par Oliver Keeley, et publié par Iron Game Design. Et alors, la couverture fait très envie, mais l'intérieur est quand même très austère. J'ai pas d'autres mots, en fait. Ce qui était déjà le cas de Pax Pamir à l'époque. Oui, alors Pax Pamir était très beau.
Pax Pamir était très beau, il était austère, mais il était très beau. Là, j'arrive pas à savoir si c'est très beau ou si c'est pas très fini. Mais c'est un jeu de gestion, de majorité, de réseau. L'idée, c'est derrière. Alors à chaque fois, il y a un thème historique très très fort dans chacun des jeux enfin que ce soit Pax Pamir ou Pax Renaissance, etc. Je cherche Pax Pamir, si vous me voyez regarder sur Board Game Geek, voilà. C'est vraiment notre bible, on trouve toutes nos informations dessus. Qu'on est en 1776 et c'est la période des Lumières et en Bavière, enfin en France tout ça se déploie assez bien, mais il y a des endroits où c'est très, on va dire, ça n'arrive pas à se déployer parce que c'est très, il y a une répression assez forte et donc il y a en Bavière un ordre secret qui s'organise, une société secrète qui sont héritiers des Lumières et qui sont je ne sais pas comment ils s'appellent, mais en gros, c'est ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on les soupçonne d'exister toujours et d'être aujourd'hui ce qu'on appelle les Illuminati. Donc, c'est les Illuminés. Voilà, je crois que c'était ça. Le nom, c'était les Illuminés de Bavière. Et l'histoire, c'est autour de Pax Pamir, pas austère et magnifique de surcroît. On est d'accord. Et voilà. Donc, Pax Illuminaten va prendre pied dans ce contexte historique-là. Je ne sais pas exactement. On va jouer le rôle d'un aéropage. Ça, c'est assez obscur. En fait, on est un grand disciple du chef de cette société secrète et on va devoir faire recruter et essayer de faire grandir l'ordre secret c'est pas les Illuminati, mais c'est les Illuminés de Bavière. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça vient juste d'être annoncé. Pour ceux qui sont fans. C'est pour 2 à 4 joueurs et des parties de 90 minutes. Environ. Voilà. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, donc celui-ci, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon côté. Par contre, à Istanbul, j'ai eu l'occasion de jouer. C'est un jeu qui a remporté le Spiel des Jahres il y a quelques années maintenant. J'adore Istanbul. Ouais, signé par l'excellent Rüdiger Dorn. Quand je vois un jeu signé Rüdiger Dorn, quel qu'il soit, moi j'y joue forcément, ça m'intéresse toujours beaucoup. Et forcément, comme tous les éditeurs, ils ont un jeu à succès, ils vont faire la version... Right. Choose and write. C'est choose and write, c'est pas du roll and write, mais il y a la version dans laquelle on va écrire sur des petites fiches pour faire le meilleur score possible, mais cette fois-ci on va choisir des cartes. Tout à fait. Et ils avaient déjà fait une version D. Il y avait eu Istanbul, The Dice Game. Oui. Moi j'ai les deux, j'adore. Je suis une très très grande fan d'Istanbul. C'est un de mes jeux familiaux favoris. Ah, pour toi, c'est initié. Oui, aujourd'hui. Même, oui. À l'époque, je l'ai vécu comme un jeu familial, mais aujourd'hui, ça serait vu comme un jeu initié. Donc, c'est vrai, c'est un de mes jeux. Oui, mais du coup, c'est pas un de mes jeux initiés favoris. Moi, j'y joue en famille, à celui-là. Hein. Donc, vraiment, et avec des enfants de 8-9 ans, ça passe très, très bien. Et donc, Istanbul était vraiment un de mes jeux pour la famille favoris, où on se balade dans le bazar, dans le souk, pour collecter des ressources. Et essayer de gagner de l'argent, le but étant d'être le premier à réussir à gagner un certain nombre de rubis qui sont partout dans le marché. Très très malin Istanbul. Et donc maintenant c'est la version carte qui reprend la même idée. Hein. On va toujours se promener dans le bazar, on va toujours essayer de gagner des sous, on va toujours récolter des ressources, c'est des épices, du tissu, etc. Et le principe, si j'ai bien compris rapidement, c'est qu'on joue une carte lieu ou une carte guilde, et quand on fait une carte lieu, on fait l'effet du lieu, un peu comme... Parce que si vous vous souvenez d'Istanbul, c'était plein de tuiles, de lieux dans lesquels on pouvait se promener avec un système malin. J'allais dire la voilée, mais pas tout à fait. C'est pas ça. Mais c'est... Oui, on égrenait un petit peu ces personnages, ces assistants sur le plateau pour aller récupérer des ressources à droite à gauche. Et du coup, les choix que l'on faisait en termes de déplacement étaient lisibles pour nos adversaires qui allaient pouvoir nous bloquer. Tout à fait. Et donc, ça, c'est... ça on sait pas quand est-ce que ça sort, hein. Tout ça c'est des sorties anglaises, ça vient d'arriver, donc c'est des choses qu'on verra peut-être arriver chez nous ou pas. Oui, sans doute je ne sais pas, je ne saurais pas dire. C'est Matago c'est chez qui Pegasus, là c'est Pegasus Spiel bien sûr, hein, et en français c'était Matago qui l'a publié, je crois qu'ils ont fait la version D, donc possiblement ils feront celle-ci aussi. Ensuite, nous avons Jekyll versus Hyde. Alors ça, on l'a vu arriver, ça fait partie également des informations qui ont circulé pendant Nuremberg. Jekyll versus Hyde, c'est un jeu que vous connaissez peut-être, puisqu'il a quand même beaucoup fait parler de lui quand il est sorti. C'est un jeu de pli.
C'est une vidéo qu'on a réalisée sur la chaîne avant la sortie française. C'était une originalité. L'éditeur cherchait encore à le placer chez un distributeur francophone. C'est Mandou Games qui fait ces jeux-là. Et donc, vous avez vu la vidéo arriver sur notre chaîne. Ensuite, il est sorti en français. Il a rencontré un gros succès. C'est un jeu de prix pour 2 joueurs uniquement, avec un système très tactique. Un joueur incarne Jekyll, l'autre joueur incarne Hyde. Et là, cette fois-ci, une nouvelle version arrive. C'est Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. Alors toi, tu l'avais noté dans le calendrier comme des jeux qui vont arriver en langue étrangère. On ne sait pas s'ils vont arriver en version française. Mais en fait, non, c'est un jeu français. Alors, c'est un jeu français puisque l'auteur est français. Alors, l'auteur d'origine, c'est Guy O'Neill, il n'est pas français. C'est ça. Mais parce que la version de Jekyll versus Hyde, par contre, c'était pas un jeu, c'était pas des auteurs français, si je dis pas de c'était bêtises. Guy O'Neill uniquement. Donc Voilà. là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai regardé sur Board Game Geek, j'ai tapé et j'ai vu parmi les noms indiqués des gens que je connais bien quand même, puisqu'il y a Gaëtan Bojano qui est également présent dans la liste des auteurs. Il n'est pas marqué sur le devant de la boîte, mais il est présent dans la liste des auteurs qui sont crédités sur Board Game Geek. Donc, je vais passer un petit coup de fil à Gaëtan pour savoir ce qu'il en était exactement, quel était ce projet ambitieux qui arrive. Donc c'est un jeu l'illustration est trop belle. Qui s'inspire de... Oui, c'est très chouette, c'est toujours Vincent Dutray qui a l'illustration. Là, c'est beau ce qu'il a fait. Ça s'inspire de ce qu'a fait Guy O'Neill, mais c'est Olivier Sipierre qui l'a développé. Olivier Sipierre qui est l'auteur, vous connaissez probablement, de Valbara, si je ne me trompe pas. Donc, et d'autres jeux, mais notamment de Valbara. Il a travaillé sur ce jeu, il a développé un jeu qui va être coopératif cette fois-ci, donc je ne sais pas comment ça va se passer, parce que c'était vraiment un jeu d'affrontement, Jekyll versus Hyde. Bah, de ce que j'ai lu, en gros, on joue Jekyll et Hyde dans une seule et même personne qui vont être contre Scotland Yard, du coup. Et c'est toujours un jeu de trick-taking game, toujours donc un jeu de pli, mais avec apparemment un côté scénario, une histoire à compléter. Alors c'est ça, on va essayer d'échapper à Scotland Yard. Il y a un côté storytelling avec des règles qui seront à appréhender au fur et à mesure parce que c'est un petit peu plus relevé en termes de règles que le jeu d'origine. Donc on va pouvoir les découvrir en découvrant le jeu au fur et à mesure de l'aventure. Il y aura un vrai challenge à compléter. Donc ça fait partie des projets qu'on va découvrir et qui arriveront, je pense. Je suis sûr, en version française. On sait que la première version a été distribuée par BlackRock, donc c'est tout à fait possible, mais en tout cas c'est pas signé, donc là-dessus on n'a pas d'informations à vous donner aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible que ça suive. C'est en cours de négociation, voici les dernières informations. Alors je vois quelqu'un qui dit, il retente un The Crew. Non, je ne pense pas. Déjà, ça sera pour 2 joueurs exclusivement, et des parties de 20 minutes à partir de 10 ans. Mais ça, c'est pas l'idée, c'est que c'est pas un coopératif à multiples, ça va être à 2 contre quelqu'un. Enfin, pas contre quelqu'un, mais contre, j'imagine, l'histoire. Donc c'est très différent. Et du coup, comme j'avais Gaëtan Bojano au téléphone, je vais lui demander quelques infos sur la suite. Alors, il y aura des jeux qui vont être très très intéressants qui vont arriver. Il y aura Tell Me More qui va arriver, qu'on va pouvoir découvrir au Festival des Jeux de Cannes. On a vraiment hâte de le découvrir, celui-ci. Tu as joué, toi? J'y ai joué plein de fois. J'adore. Je suis ultra fan. Ça va être un de mes... Enfin, je pense que ça va être mon party game favori pendant longtemps. L'idée est super, je sais. Alors ça y est, c'est annoncé, c'est officiel. Alors c'est la date de sortie, on ne la sait pas exactement, avril, mai, dans ces eaux-là, mais en tout cas c'est pour bientôt et a priori. On aura l'occasion de recevoir l'équipe au chalet pour pouvoir tourner quelque chose sur ce jeu-là. C'est vraiment un très très chouette jeu. Ça, on va pas s'attarder dessus, mais c'est le jeu qui se joue en 5 minutes, dans lequel il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Énormément. On aura l'occasion de vous en reparler. Et c'est un jeu d'Alain Rivollet qui n'est plus là, mais qui est un génie. Et parmi les auteurs de jeux qui a fait plein de choses vraiment géniales. Mais je découvre le visuel carrément, tu vois, parce que j'en ai beaucoup parlé avec... C'est Erwin qui a fait le visuel. Erwin, vous la connaissez peut-être. C'est très chouette. C'est elle qui avait fait Packet Chips. Oui, c'est très très chouette, le rendu final il est super. Et donc c'est un jeu dans lequel vous allez créer une histoire tous ensemble autour de la table, dans un temps très limité. Beaucoup d'imagination va être nécessaire. Et rapidement après, on va vous poser des questions, mais c'est des questions inattendues et il faudra arriver à répondre en même temps la même réponse. C'est ça qui est très très malin. Vous serez questionné sur votre création en fait. C'est génial. Génial. C'est chez Synapse Games. Je n'ai pas cité Valérie Fourcade, toutes mes excuses. C'est Alain Rivollet et Valérie Fourcade et d'autres personnes aussi qui ont travaillé sur ce jeu parce qu'il y a beaucoup d'écriture à avoir. Je crois d'ailleurs que, de mémoire, là je dis peut-être des bêtises, mais je crois que Marc-Antoine Doyon a travaillé dessus également, il me semble. Peut-être également Mathieu de Ludovox. Alors pardon, je dis des choses et je n'ai pas les infos sous les yeux, donc c'est juste de la mémoire. Il peut y avoir des erreurs dans ce que je dis. Et autre information que nous donne
également Instaplay, donc Gaëtan Bojano, on va avoir un jeu de Théo Rivière et de Maxime Rambourg qui va arriver et qui a l'air foufou. Alors là, je n'ai pas le droit d'en dire beaucoup plus, mais juste le titre, Dracula contre Van Helsing. J'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ce jeu-là. Il m'en a parlé. Mais même moi, j'apprends des trucs avec cette émission. Et là, il n'y a rien, il n'y a pas de visuel. J'ai tapé dans Board Game Geek, j'ai rien trouvé. Donc voilà, petit scoop. Là aussi, on aura l'occasion de vous en reparler. Moi, on me l'a décrit un petit peu, ça me fait drôlement envie. On vous en parle plus tard. Je lance juste ça comme ça pour donner des petites informations en plus. C'est un super thème. Voilà, ça c'était pour l'essentiel des news dont on voulait parler. Je crois qu'on a fait le tour, Pénélope, dis-moi si je me trompe. Non, on a fait le tour. On a été, moi, je trouve qu'on a été extrêmement efficace par rapport à la liste. On a enchaîné, tu vois. C'est là qu'on voit qu'on se rôde avec le temps. Pour ceux qui ont regardé en direct, vous avez vu passer notre liste. C'est vrai que d'habitude, elle n'est pas aussi large que ça. On a été un petit peu plus vite aussi. Parmi les news, quand même, on va juste dire un petit mot sur les jeux qui arrivent sur Board Game Arena. On les cite à chaque fois. Donc, il y a deux informations sur Board Game Arena. La première, c'est que Seven Wonders est gratuit pendant tout le temps du mois de février. Donc vous avez la possibilité d'y jouer même si vous n'avez pas de compte premium, parce que vous savez que quand un jeu est en compte premium, vous pouvez jouer, quand vous avez un compte premium plus exactement, vous pouvez jouer à tous les jeux, mais quand c'est pas le cas, les joueurs qui ont juste un compte gratuit peuvent quand même jouer à pas mal de jeux, voire même à ceux qui sont en compte premium. Ils ont la possibilité de participer à des parties qui seront lancées par d'autres joueurs qui ont payé l'adhésion. Donc Seven Wonders, il est accessible pour tout le monde. C'est une très bonne chose, les comptes premium. Moi, c'est vraiment quelque chose que je défends, évidemment. Nous, on a un compte payant et je trouve que c'est le minimum de participation que l'on peut faire pour que ce site existe. Et ça nous permet de rémunérer les auteurs. C'est peut-être ce que tu allais dire. J'allais dire surtout que c'est assez peu cher par rapport à ce que ça offre comme possibilité. Moi, pendant longtemps, ça a été très gratuit, Board Game Arena, et je me disais, mais comment c'est possible qu'on puisse avoir accès à autant de jeux gratuitement? Donc c'est une bonne chose que ça soit, qu'il y ait la possibilité de participer et de soutenir en fait cette plateforme qui sinon ne pourrait pas survivre, comme beaucoup de choses. Et je t'ai pas demandé, mais tu joues beaucoup toi sur Board Game Arena? Je jouais beaucoup, j'ai plus le temps. Non, j'aimerais jouer plus, mais à une époque je jouais beaucoup sur Board Game Arena. J'ai découvert plein de jeux sur Board Game Arena, mais maintenant je joue moins. Je regrette plein de fois, je me dis je me ferais bien. C'est pratique pour découvrir des jeux aussi, c'est pour avoir des règles rapidement, pour savoir comment ça tourne et tout, c'est vraiment super. Alors, le jeu qui arrive cette semaine, c'est Lost Seas. C'est un jeu qui est de Johan Benvenuto et de... Je le fais de mémoire parce qu'évidemment, je ne l'ai pas noté, quoi qu'il est peut-être sur notre fiche. Alexandre Droit. Bon, c'est bon, ma mémoire suffit. Et c'est un jeu dans lequel on va poser des tuiles objectifs pour essayer de marquer un maximum de points de victoire, mais il y a du casing, il y a de l'analyse par rapport à la rivière de tuiles qui est présente. Et nous, on va en faire une partie, normalement, vendredi, sur notre chaîne. Donc on vous fera une petite démonstration en direct. On s'amusera ensemble avec Antares, notamment, peut-être Sylvain s'il est disponible. Et on fera un tournoi la semaine prochaine sur ce jeu. Pour les abonnés de notre Discord, n'hésitez pas à participer au tournoi. Il n'y a rien à gagner, si ce n'est le plaisir de passer un bon moment ensemble à jouer à un jeu. Jamais joué à celui-là. Je vais peut-être essayer d'y jouer sur Board Game. Et comme j'ai parlé des abonnements sur Board Game Arena, n'hésitez pas non plus à nous soutenir, notamment via Tipeee ou Utip. Je mets les liens dans la description de cette vidéo. On fonctionne aussi avec vous, avec ceux qui nous soutiennent financièrement. Et j'en profite du coup pour remercier Grand Steph et Nouzoul qui ont pris des abonnements. Je vois cela indiqué dans notre flux d'activité Twitch. Merci beaucoup à vous deux. Alors, je vois camarade Ludic qui dit pas un petit mot pour la sortie de Sabika ce mois-ci. Je précise que quand nous parlons des sorties françaises dans les news, nous nous concentrons sur les sorties à venir dans longtemps. Les annonces, en fait. Toutes les annonces qui ont été faites dans la semaine de ce qui allait arriver plus tard. Ensuite, nous allons le faire maintenant, Martin, je crois, ça va être maintenant, nous allons parler des sorties qui arrivent demain. Nous ferons les sorties de la semaine chaque semaine rapidement pour voir qu'est-ce qui arrive en boutique chez vous pour la semaine. Et qu'est-ce qui arrive en boutique? Alors, on va le dire, on va juste parler juste avant des festivals. Il y a 5 festivals qui ont lieu ce week-end. Je vais trop vite. On va dire que ça compense, mais ça compense pas du tout mes erreurs d'affichage, puisque je vous affiche des documents que je ne devrais pas montrer. Cette semaine, nous avons Faites vos jeux à Voisins-les-Bretonneux, dans le 78. Nous avons le festival du jeu de Sarlat, à Sarlat-la-Canéda.
24. Sarlat-la-Canéda, qui est une très 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 belle ville, où on mange d'excellentes choses. Moi, je vous invite à profiter de l'occasion pour faire de la visite. Et je connais Sarlat, ça n'a rien à voir avec Sarlat, ou c'est juste à Si, côté? c'est Sarlat. Si, Sarlat-la-Canéda, c'est Sarlat. Ah oui, c'est très joli. C'est la même ville. Je suis d'accord. Ouais. C'est très joli, Sarlat. Ancenis-Saint-Guénéon. Guéréon, je crois. Donc c'est faites du jeu. Les noms sont vraiment pas très originaux cette semaine. Franchement, là. Faites vos jeux, faites du jeu, festival des jeux, effectivement. À Chamouillé, nous avons le Festival du jeu, voilà qui est original. Et enfin, le Festival du jeu de Cerny, donc dans le 91. Voici pour les différents festivals. Tu allais nous dire? Bah, c'est très très mignon comme nom de ville, Chamouillé. Oui. On voit un chat mouillé quand même. Pardon, mais c'est rigolo. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, dans les commentaires, si vous participez à l'un de ces festivals-là. Ça peut être l'occasion de découvrir du jeu, mais c'est surtout l'occasion, s'il s'agit de petits festivals, de passer des bons moments autour d'une table et à découvrir quelques jeux de société. Il y aura évidemment le Festival des Jeux de Cannes à la fin du mois, qui, lui, pour le coup, est un très gros festival. C'est pas tout à fait la même ambiance. C'est important également. Et on va passer à la section, la section sur les sorties. Subterra, le deuxième Subterra le deuxième du nom, qui sort cette semaine en français. Mon écran n'est pas tout à fait bien réglé, je vais essayer de vous montrer. Non, on ne voit pas le bas de... Il s'applique beaucoup, mais... hop. Ah oui, bon, voilà. Ça va Subterra, apparaître, ne vous inquiétez Subterra pas. 2, qui est la suite de Subterra, qui est un jeu d'exploration avec de la pose de tuiles, un peu façon Dungeon Crawler. Un jeu de Tim Pinder illustré par Diana Franco Campos, édité par Nuts Publishing. Et dans celui-ci, le changement par rapport à l'opus précédent qui avait été un grand succès, c'est que vous allez rentrer dans une caverne pour courir chercher un artefact et essayer de sortir très vite avec. C'est pas tout à fait le même principe de scénario. Il y a pas mal de jeux qui sortent cette semaine. On voit qu'on se rapproche tranquillement de Cannes, donc on a pas mal de petits jeux à vous montrer. On a Pina Koala, auquel j'ai pas pu jouer celui-ci, mais qui a l'air très très rigolo. Un petit jeu de dés, un petit jeu d'ambiance qui paraît chez Gigamic. On a très envie de le découvrir, celui-là. Enfin, j'ai vu qu'il sortait. Oui, voilà. Moi, je voyais qu'il était sorti. J'ai pas du tout vu. Je m'y suis pas trop intéressée. C'est-à-dire que bon, moi, il y en a plein, donc faut que je me concentre sur mes. Mais je vais. Narcopolis, ouais. N'hésite pas à me dire ce que tu as envie d'avoir dans ta ludothèque. C'est une information qui est utile aussi pour ceux qui nous regardent. Puisque tout à fait. Quand on y a joué. Pour l'instant, aucun. Non, je rigole. Mais non, Narcopolis, c'est un jeu d'Amaury Montmoreau que j'ai eu l'occasion de jouer, qui avait une bonne idée de départ, avec un système de bluff pour les combats. Il manque un peu de solidité, ce jeu. Il manque un peu de consistance, à mon goût. C'est illustré par Adrien de Visme. Et c'est un jeu, c'est GTA sur un plateau. C'est-à-dire que vous allez avoir des bordels, des magasins d'armes, etc. Vous allez être le gérant de tout ça. Et c'est un jeu qui se veut sans tabou dans ce même genre d'univers. Le problème, c'est que le cœur du jeu est pas... Ça aurait été bien que ce soit un jeu qui se joue en 30 minutes. Il est un peu trop long pour ce que c'est, etc. Il a des défauts. Mais il avait une idée sympa. Oui, c'est plein de bonnes intentions. Après, c'est une affaire de goût également. Moi, c'est pas tout à fait dans mon type de jeu à la base. On verra si on vous le présente dans notre vidéo news de cette semaine, puisqu'il sort cette semaine. En fonction on fait de l'éditorialisation aussi. On a quelques places, donc on choisit les jeux qu'on a envie de vous montrer en priorité. Mais si on a l'occasion, on vous le présentera dans nos futures vidéos. Love Letter, Princesse, nouvelle version du jeu de Tsenji Kanai, cette fois-ci chez Origame. Ça, c'est une petite curiosité. Pourquoi on trouve Love Letter chez Origame? C'est ça. J'ai pas enquêté sur cette question-là, mais c'est un jeu qui est déjà disponible dans une version de base, donc là, c'est une variante. Ok. L'extension de Living Forest. Moi, Living Forest, c'est un jeu que j'ai adoré. Vraiment. Un fan. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je dois dire, en partie grâce à Board Game Arena aussi, puisque quand on fait une partie de ce genre de jeu autour de la table, et nous on le fait avec beaucoup de soin, puisqu'on a fait la vidéo sur Living Forest, donc on a pris le temps de le découvrir, d'y jouer, de passer du temps pour bien vous l'expliquer, mais souvent on ne creuse pas les jeux, et c'est un peu le défaut des journalistes de manière générale. On n'a pas le temps d'enchaîner les parties et de voir s'ils en ont sous la pédale, comme on le dit. Là, celui-ci, clairement,
on a eu l'occasion de faire plusieurs tournois sur Board Game Arena et donc j'ai eu l'occasion de tester des stratégies différentes. Et l'une des remarques qu'on a beaucoup faites sur le jeu de base de Living Forest, c'est que oh bah oui, il y a une stratégie qui est plus forte que les autres. Et très souvent, les gens qui l'analysaient avaient tendance à en voir une en particulier. Ça a souvent été la stratégie des flammes qui semblait plus forte à beaucoup. Et quand tu joues régulièrement, tu repenses à ces anecdotes en te disant les gens disent n'importe quoi sur des premières impressions, et on le fait aussi nous en tant que journalistes. C'est pas vrai du tout. C'est un jeu dans lequel il faut s'adapter à ce qui se passe sur le tableau de cartes, il faut s'adapter à comment les autres joueurs sont en train de développer leur stratégie. C'est un jeu qui demande beaucoup plus de finesse qu'il en a l'air, et à force d'en avoir enchaîné les parties sur Board Game Arena, je peux dire que c'est vraiment un excellent jeu. Non, c'est un bon jeu. Moi, je suis moins fan, même parce que je ne suis pas hyper accro à l'aspect visuel du jeu, les animaux avec les yeux blancs, tout ça. Et encore une fois, tous ces jeux autour de la nature, des esprits de la forêt, c'est des thèmes qui ne me parlent pas. Mais par contre, le jeu marche très très bien. Il est bien rodé, c'est la question qu'on veut savoir quand on se lance dans un jeu de société. On veut savoir si ça va durer, ça va durer. Après ça, les graphismes, vous le voyez vous-même en regardant la boîte, donc on n'a pas grand-chose à vous apprendre là-dessus. Tournoi d'Avalon, mais c'était pas déjà sorti ça, parce que moi ça fait un moment que j'ai la boîte. Ah, c'est la suite, d'accord. Le premier, c'était le tournoi de Camelot, si je ne dis pas de bêtises, et ça c'est l'extension, le tournoi d'Avalon. J'ai mélangé les deux. Je crois que c'est une extension ou une suite. Je suis pas très sûre d'un coup, j'ai un doute. J'avais joué au tournoi de Camelot, je m'étais pris une rouste, mais tellement forte que j'ai jamais pu voulu y rejouer. Le principe, c'est que vous allez jouer un tournoi, c'est un jeu de cartes où vous ne voulez pas faire les plis, parce que les plis représentent des blessures, et vous jouez des chevaliers qui veulent pas mourir, en gros, et il y a certaines cartes qui vont avoir des pouvoirs, etc. Et dans celui-ci, il va y avoir la possibilité de donner des cartes à son voisin, donc de savoir une partie des cartes qu'il a dans la main, pour essayer de faire des associations. C'est un jeu où on peut être très méchant. Faut aimer ça. Moi, j'avais plutôt été du côté de ceux qui s'en prenaient plein la figure. Mais graphiquement, pour le coup, très très beau et très original. Ensuite, on a Fallen Angels, qui est un jeu signé par John Keel. Alors celui-ci, je ne le connais pas. Je vous annonce juste la sortie. J'ai la boîte, j'ai regardé le pitch, j'ai essayé d'en faire une partie. En fait, le principe, c'est que c'est un jeu de déduction dans l'esprit de ce qu'était un Hanabi, où en fait, on ne va pas voir une partie des informations, les autres vont en voir une partie sur les cartes qu'on leur montre. Donc on voit, nous, un côté recto, et eux, ils voient un côté verso, et on va essayer de faire une déduction entre ce qu'on voit et ce que l'autre voit, et nous informe de ce qu'il voit. Et c'est dans un univers... Alors pour le coup, les photos sont assez géniales, parce que c'est que des photos de gangsters ou de dingues des années 1920. C'est vraiment les meurtriers au couteau, quoi. Voilà. Et bon... le problème, c'est que c'est très très peu facile d'accès. Moi, j'ai pris le jeu, j'ai essayé de le comprendre. Avec Reventis, on a essayé de faire une partie. C'est pas facile à choper. Donc on a mis ça de côté, on s'est dit on va refaire une partie. C'est pas du tout instinctif comme un Hanabi, justement, où on voit tout de suite comment ça joue. Et voilà. Mais c'est sur le principe un peu similaire. Alors, je me suis trompé dans mes indications. Mon côté Pierre Richard, vous rappelez, là, j'ai marqué 2, 6, 14 ans, 30, 60 minutes. C'est pas ça. C'est marqué 2, 4, 10 ans, 20, 40 minutes. Ne faites pas attention à ce que j'ai écrit. Donc, ça ne doit pas être le bon prix aussi, j'imagine. J'ai dû me tromper dans mon copier-coller. Évasion, c'est une nouvelle boîte qui sort chez Matago. C'est une petite série de jeux d'escape room avec des univers qui sont assez sombres, de manière générale. Il y en a plein de ces jeux-là. Un jour, il faudra qu'on vous dise... Et en même temps, c'est assez facile à dire. Quels sont les meilleurs? Parce que vous avez l'embarras du choix. Si vous aimez les escape rooms, chaque éditeur a sa petite boîte de jeux d'escape room. Alors, la variante, le twist de celui-ci, apparemment de cette série-là, c'est que tu peux séparer les équipes. Mais bon, je sais qu'Unlock l'avait fait sur quelques épisodes. Je sais pas comment là ça se passe. J'ai pas essayé de ce jeu-là. Il y en a un que j'aime beaucoup, moi, comme ça, alors qu'il n'y a pas vraiment de l'escape room, c'est plus des petits défis qui sont donnés. C'est Deathscape qui avait fait ça, où il y avait pirates contre pirates, je me souviens plus du nom précis, mais en tout cas, c'est deux équipes qui s'affrontent avec les mêmes petites énigmes, les mêmes petits jeux à l'intérieur, et vraiment, l'ambiance était top. Ça, j'aurais adoré voir d'autres boîtes dans cette gamme-là. Dice Theme Park, donc chez Super Meeple. Je crois qu'on l'a déjà annoncé d'une semaine précédente, donc c'est peut-être simplement qu'il arrive un peu plus tard que prévu. Et c'est un jeu, alors on avait déjà le jeu Dice Hospital,
qui nous Oui, qui emmenait était dans très, un très univers bien. médical. Est-ce que tu as joué à celui-ci dans l'univers J'ai de- joué à Dice Hospital et j'ai joué à Dice Theme Park. J'adore Dice Hospital, qui est de l'auteur Stan Kordonski, qui est un Oui. auteur que j'aime beaucoup. Et là, c'est pas les mêmes auteurs, Adrian Adamescu, Daryl Andrews. C'est illustré par Sabrina Miramon. Et j'ai trouvé que ça avait perdu du côté très fluide et instinctif de Dice Hospital. C'est-à-dire qu'ils ont fait un système qui, je trouve, est plus laborieux. Et je l'ai moins aimé que son précédent opus. On a Petit Panda dans les commentaires qui nous dit qu'il aimerait beaucoup avoir une vidéo avec les meilleurs escapes, les meilleurs button shy, les meilleurs roll and write. Oui, on aimerait beaucoup faire plein de choses de ce genre-là. Moi, vraiment, Oui, si c'est je ça. pouvais ne pas faire de montage, j'en ferais. Vous auriez plus de vidéos. Funfair, sur le même thème, je vois une question de Plumefi dans le chat. Funfair n'est absolument pas le même genre de jeu, du tout. C'est absolument pas comparable. Il y en a un, c'est en construction de tableau, l'autre, ouais, il y a du placement d'ouvriers, déplacement d'ouvriers, pose de tuiles, et c'est le problème, c'est cette histoire de déplacement d'ouvriers. Mais il n'est pas inintéressant. Ah oui, j'avais vu ça. Action. C'est un jeu qui est signé par Romain Catergian, qui fait toujours des jeux très originaux. En général, lui, quand il se lance dans un principe de jeu, on sait que ça va être surprenant en termes de matériel, en termes de dynamique autour de la table. C'est Yoka Baitsume qui propose ce jeu-là. Je l'ai ici, donc je peux vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un jeu dans lequel on va animer des petits personnages pour faire des actions qui sont présentées sur des cartes. C'est vraiment le b.a-ba du jeu de société. Hein, le matos, c'est grave mignon. C'est grave mignon. On adore. Ces petits cubes avec des visages dessus, c'est vraiment sympa. Voilà. Et en fait, il faut faire deviner une situation, si j'ai bien compris, avec les cubes, avec le matériel qui est dans la boîte. Donc, vous allez créer des scènes, à voir comment ça fonctionne. Et bien ça sera au programme de la prochaine vidéo news, puisque ça passe très bien en vidéo, forcément. Faut qu'on vous montre, faut qu'on active un petit peu ces petits cubes pour vous faire deviner des actions en vidéo. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo news pour découvrir ce jeu. Ensuite, alors on a 2 petites boîtes qui sortent chez Inside the Cube. Ce sont des petits casse-têtes. Donc on est à la limite du jeu de société. Je ne sais jamais trop s'il faut que je vous annonce ce genre de sortie ou pas. Oui, je vois. C'est des curiosités. Ça, vous connaissez peut-être, Inside Cube. On a un petit défi qui est indiqué sur le devant de la boîte. On sait, il y a plein d'étages de labyrinthe les uns au-dessus des autres. On voit la bille. On sait qu'elle va parcourir un chemin à l'intérieur et qu'elle va se déplacer ensuite. Donc, à vous de l'emmener au bon endroit. Parcourir un chemin. Pardon, je l'ai pas celle-là. Ah bah, je pense qu'il y en a qui l'ont. Voilà, c'est rigolo, c'est énervant en même temps. Moi, ça m'énerve ce genre de truc. Et en même temps, j'aime bien l'objet, je trouve ça rigolo. À vous de voir si ça vous intéresse, si vous aimez les petits les jeux, comment on appelle ça, des action games en fait, hein, de ce type-là. À la manière des Perplexus. Dans le chat, ils avaient eu ma ref. Ils font la suite des paroles du coup. Ensuite, nous avons Gratouille, un jeu qui paraît chez Schmitt. Alors celui-ci, j'ai pas d'informations à vous donner particulièrement. Je vous cite les jeux qui sortent. Pas entendu parler du tout. Très joli visuel. Ah bah là, oui. On est chez Schmitt. Cet animal au premier plan est de toute beauté. Mais tu vois, moi, c'est pas du tout ce qui m'attire. C'est pas des jeux pour moi, ça c'est évident. Mais malgré tout, quand je vois Gratouille Zo et que je vois un truc qui gratouille sur la boîte, bah forcément, j'ai envie de manipuler. Bah on a envie d'essayer. Moi, je suis un gamin, moi. Dès que je vois ce genre de choses, je vais essayer tout de suite. Oh là là, le visuel. Il est génial. Ah, voilà. The Yawning Portal. The Yawning Portal. Moi, je savais que je le prononcerais mal. Alors, justement, de quoi s'agit-il alors ? Eh bien, c'est un jeu de Christian Karlberg, Kenny Zetterberg, édité par Hasbro Avalon Hill, comme c'est écrit sur votre écran. C'est un jeu qui se passe dans l'univers de D&D, Donjons et Dragons, et plus précisément, en fait, The Yawning Portal. C'est le nom de l'auberge qui est dans la ville principale de Donjons et Dragons, dont le nom m'échappe tout de suite, mais dans l'univers de Donjons et Dragons, il y a une première ville où tout le monde va tout le temps, dans laquelle il y a une auberge, et cette auberge, elle s'appelle The Yawning Portal. Voilà, c'est à Waterdeep. Waterdeep, c'est le nom de la ville. Merci de me l'avoir redit, ou Eau Profonde dans sa version française. Et le jeu, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un jeu d'aventure, ce n'est pas un jeu d'aventurier, c'est un jeu où vous êtes le gérant de l'auberge en question et vous allez recevoir des héros à qui il va falloir servir à manger et à boire. Et il y a un système qui est assez rigolo, c'est que vous avez des cartes objectifs dans la main, c'est-à-dire c'est les héros, c'est ce qu'ils ont envie de manger et de boire, et vous avez des tables
au centre de la table, au centre du plateau, et tout le monde va pouvoir mettre de la nourriture et à boire sur ces tables qui sont en fait collaboratives, c'est-à-dire qu'on va les remplir ensemble. Et de temps en temps, on pourra poser une carte de un aventurier pour remplir l'objectif, mais donc en fait, on peut voler ce que l'autre a construit. En gros, c'est un peu ça l'idée. Je résume de ce que j'ai compris en lisant. Moi, il me fait super envie, c'est-à-dire que le visuel est vachement chouette à l'intérieur. Et lui, c'est la sortie de la semaine que j'hésite. J'ai failli l'acheter hier soir. Et je me suis retenue. Parce que, par contre, il n'est pas donné. Pour un jeu qui a en fait un jeu de gestion de petit format. On est sur quelque chose vraiment initié, tranquille. C'est pas du tout un jeu d'aventure. Vous n'avez pas des figurines. Par contre, vous avez plein d'éléments vous avez des petites shops de bière, c'est vraiment très chouette. Façon shérif de Nottingham, non, parce que c'est pas du tout un jeu de bluff. Ah si, non, c'est compliqué. C'est Braddock qui nous pose la question sur le chat. Et le dernier jeu qu'on a noté dans nos petites tablettes pour cette semaine, c'est Tiwanaku, un jeu d'Olivier Grégoire qui est illustré par Raphaël Samac et qui est publié pas du tout par Hasbro et Avalon Hill. Ça, c'est encore mon côté c'est encore mon côté Pierre Richard où j'ai pas noté les bonnes informations. C'est un jeu qui est publié par Sid Dawn et qui va vous proposer de faire de la déduction. Un format de déduction un peu original puisque vous êtes en confrontation avec vos autres adversaires. Il y a un plateau central, on va occuper des espaces. Il va falloir... C'est très très dur. Ouais, j'y ai joué. Tu as joué à celui-là ? Oui, j'ai joué. Ça dépend des niveaux parce que tu peux vraiment adapter ton niveau. Il y a moyen de faire des niveaux qui sont très durs, il y a moyen de faire des niveaux qui sont beaucoup plus simples. Vraiment, on peut adapter. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Moi, je ne suis pas vraiment le public de ce genre de jeu-là en particulier. Je ne m'amuse pas assez autour de la table, mais par contre, je ne vous le déconseille pas. Je sais qu'il y a des publics à qui ça va plaire. C'est de la déduction un peu à la Sudoku. C'est vraiment très... Mais moi, j'avais bien aimé. Parce que ça va chercher justement dans les parties du cerveau c'est vraiment un exercice. Si on aime ça, ça peut marcher, quoi. Par contre, c'est très puzzle. Ouais. Donc voilà, vous avez celui-ci, je vous le déconseille pas, je vous dis juste parce que on aime bien vous donner quand même le type de joueur auquel on correspond. C'est pas le jeu qui me parle le plus. Vous avez noté que pour Pénélope, c'est Yawning Portal. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? The Yawning Portal, voilà. Donjons et Dragons, The Yawning Portal. Et Gratouille. Parce que c'est original, je m'y attendais pas du tout. Donc, et Gratouille, bien sûr. Voilà. Gratouille qui est mon deuxième choix de la semaine. Et moi, à cause de sa couve. J'aurais juste sur l'extension de Living Forest en ce qui me concerne, mais j'ai pas du tout vu d'informations sur Yawning Portal comme tu le cites. Donc celui-ci, j'ai pas eu le temps de me créer des envies et c'est à ça aussi que servent nos émissions, c'est que ça nous permet de nous renseigner sur des jeux qu'on n'a pas forcément vu passer à l'avance et peut-être à vous de vous créer des envies également. On est dans un gros âge d'or de l'illustration dans le jeu de société quand même, dit Étienne Roussel dans le chat. Je pense que c'est en référence à Gratouille. Oui. Effectivement. On avance dans notre émission. Je regarde parce qu'on a une livraison en même temps. Mais je pense que... Il a envie de savoir ce qu'il y a dans ma boîte. Ah bah oui, non, quand on voit un camion qui arrive... Oh là là. On se dit, un camion carrément à ce niveau-là. C'est un gros camion qui s'est garé à côté de chez moi. Pour ceux qui regardent cette émission et qui l'écoutent, parce que je sais que vous êtes nombreux à l'écouter, vous êtes assez peu nombreux à regarder, en fait, à être devant votre écran, vous écoutez les informations. Il faut bien qu'on pense à chaque fois, nous, à vous donner des informations qui soient audibles, où vous n'ayez pas besoin nécessairement de voir quelque chose s'afficher à l'écran pour que vous puissiez comprendre. On va passer à la suite de notre émission. On va passer maintenant au financement participatif. Oui, tout à fait. Puis comme d'habitude, comme chaque semaine. On a des trucs aussi là-dessus. Ouais, on a des trucs aussi on a noté là-dessus. plein de choses sur le petit document qu'on va essayer de ne pas vous montrer dans cette émission. Je te laisse commencer parce que les premiers, c'est toi qui les as notés et j'ai pas eu le temps de me pencher dessus du tout. Donc, je t'en prie. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est une sélection de 4 jeux que je vais essayer de vous montrer. Alors, attention, il va y avoir un petit... Hop, il faut que ça réapparaisse. Voilà. Donc 4 jeux qui sont publiés par Board Game Table. Ces jeux-là, je n'y ai pas joué, donc je ne les connaissais pas forcément à l'avance. Mais par contre, ce sont des jeux l'éditeur a déjà fait ce genre de Kickstarter. Il nous propose, j'ai ramené le précédent Kickstarter, je l'ai posé juste derrière moi. Je l'ai posé derrière moi, pardon, vous n'avez pas entendu la fin. Donc 4 petits jeux. Qu'ils avaient déjà fait un Kickstarter de ce type-là, où on a eu l'occasion d'avoir une petite boîte d'extension, le jeu GPS à l'époque, vous les voyez à l'envers, le jeu Sequoia, et... Ah oui, donc c'est
Je vous C'est montre 4 boîtes séparées envoyées en même temps. Et Comme une série. Mountain Goats. Donc 4 petits jeux qui étaient parus à une époque. J'ai joué, forcément, ça date un petit peu maintenant. J'avais pas trouvé tout extraordinaire et malgré tout, je suis toujours assez sensible à ça parce qu'il y a un effet de gamme où je me dis, à chaque fois, déjà au niveau des illustrations, il y a un vrai travail. Je vais vous montrer un petit peu, on va dérouler la page. Il y a un travail qui est intéressant, qui nous donne vraiment envie. Ouais, Sail, déjà, je reconnais le style, c'est Weberson Santiago, si je ne me trompe pas, et c'est très très beau. Hein. On nous annonce 4 types de jeux différents, un jeu avec des tuiles, un jeu avec des actions simultanées comme vous pouvez le voir sur ce visuel, un jeu coopératif, a priori ça me parle beaucoup moins moi, un jeu de puzzle avec des polyomino, a priori ça me parle beaucoup plus, mais à chaque fois des exercices de style, et je dois dire que j'achète rarement à l'aveugle les jeux de société, très souvent j'aime bien quand même savoir ce dont ils tournent, et puis d'autant plus maintenant que je fais attention à ce que j'achète, mais par contre sur ce genre de gamme où on sait qu'on va recevoir 4 trucs qu'on va pas forcément tout aimer, j'ai tendance à me dire allez je lis pas et puis là j'y vais. Je serais content de recevoir ça. C'est le côté bonbon plus, quoi. Hein, mais ouais c'est exactement ça. C'est des sensations que j'ai aussi avec les button shy. Les button shy, ça peut m'arriver de les acheter au pif. Alors qu'ils sont très très inégaux en fait. Hein. Il y en a des vraiment chouettes et il y en a vraiment beaucoup moins bien. Mais du coup, on aime avoir l'effet de j'en ai plein. Oui. On a envie de les avoir tous, même s'il y en a des moins bien. Et c'est la maladie de la boîte, ça. J'appelle ça, c'est le plaisir de la boîte. Je pense qu'il y en a à qui ça doit parler dans le chat, ce problème. Ah, puis en plus, maintenant, tout est joli dans les illustrations. Ça, c'est beau aussi. Alors là, clairement, c'est aussi ça. C'est aussi le fait que les illustrations sont belles, que l'édition est belle. Déjà, de base, je sais que l'objet me fait envie. Mais moi, ça me choque pas de prendre des jeux au pif. Je l'ai très souvent fait, notamment en bande dessinée. Moi, quand je rentrais dans une librairie, je regardais. Je lis pas la BD à l'avant. J'attends pas qu'on me dise je vais la lire avant. Je l'achète si c'est bien. Je suis plus dans l'optique. Allez, ça, je vais découvrir. Le graphisme me plaît bien. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais je vais même dire que moi, j'ai presque tendance à plus acheter les jeux comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, The Yawning Portal, c'est parce que j'ai vu très peu d'images, parce que j'ai pas pu y jouer, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est et que le pitch me plaît, que j'ai envie de l'acheter. Sinon, presque quand j'y ai déjà joué, je dis bon, mais je sais déjà comment il est. Il y en a tellement. Regardez, ce bateau, il bouge. Je suis obligé de soutenir ça. Il n'est pas possible que je n'achète pas ce jeu. Donc, il est possible, il est probable que je fasse ce Kickstarter-là. Ça sera peut-être mon choix de la semaine. Alors, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc, ça sera mon premier 2023. J'en ai un, là. Moi, je pense que je vais craquer. Hein. Dans les Kickstarter de cette semaine, il y en a un, c'est sûr, je craque. Hein. Je vais en parler après. Hein. Mais tout à l'heure. Mais c'est sûr, je vais craquer. Je vais passer à un de tes Kickstarter que tu as noté toi en particulier, histoire de varier un peu les plaisirs. Non, t'inquiète. Oui, alors on va faire le premier qui est, en fait, on va pas en reparler vraiment parce qu'on en a déjà parlé. On en a parlé en news, on a parlé de Blueprints of Mad King Ludwig, en a parlé en news, parce qu'on avait dit, il y a ce jeu qui sort en Angleterre, enfin ailleurs que chez nous, et en fait, c'était un Kickstarter qui allait se lancer, et le Kickstarter est lancé. Voilà, donc Blueprints of Mad King Ludwig est un jeu c'est pas facile à dire. Ted Alspach. C'est un jeu de Ted Alspach. Ah, tu le dis bien, hein. Moi, j'ai envie de dire Ted Alspach, parce que j'ai l'impression que ça se dit comme ça, mais c'est pas du tout ça. Ted Alspach. Je prononce pas du tout les mots anglais, mais de temps en temps, il y a un pseudo que je peux peut-être arriver à citer. Et c'est la version Roll and Write, donc on en avait déjà parlé, de Castle of Mad King Ludwig, et dans lequel on va à nouveau construire un château, mais cette fois-ci, on va le dessiner, et ça me plaît beaucoup. On voit qu'il y a des pièces de tailles différentes, qu'on va retourner des cartes qui vont nous dire quoi dessiner, et je pense qu'on va essayer d'organiser son château pour faire un maximum de points. Je trouve ça super. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette comme idée de roll and... alors là, j'ai pas envie de dire roll and write, c'est flip and draw. Voilà. On a une série qui on n'en peut plus. Mais ça me fait vachement envie, en fait. J'adore il est bien, Castle of Mad King Ludwig. Est-ce que vraiment, on est prêt à mettre $70 ? C'est ça. Non, mais c'est la Deluxe Edition. Il faut prendre la retail. Tu crois vraiment qu'on va prendre la retail édition ? Mais moi, j'ai envie de croire que ça va arriver en français. Ah, la version de luxe, c'était compliqué quand même, je pense. Non, la version de luxe, non, c'est sûr. Mais regarde, cette version de luxe. Alors, ça, c'est un roll and write. Qu'est-ce qu'elle a, cette version de luxe ? Dis-moi tout. Regarde ! Il y a un game trace pour bien ranger sa boîte à l'intérieur. Ah ouais, c'est bien ça. Il y a un tapis.
Il y a un Ouais. tapis en néoprène. Oh là 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 là. Oh là là, pour un roll and ride. On est passé dans une autre dimension, les gens. C'est-à-dire que c'est quand même là où on se rend compte, ce jeu, c'est l'expression du truc. On est devant un roll and ride. C'est-à-dire qu'à la Ça base, n'a c'est quand aucun même sens. des jeux À la de limite, 25 qu'on achetait à 25 €, qui étaient justement, on pouvait avoir l'équivalent d'un gros jeu, mais avec moins de matériel et on payait moins cher. Et là, on se retrouve avec un truc de luxe au prix d'un gros jeu. Non, c'est très tentant. Il est très tentant. Il est très très beau en plus. Mais bon, moi, si je le prends, je prendrai pas la version de luxe. Moi, c'est le jeu qui m'intéresse quand même. Et je pense qu'il y a quand même les crayons dans la version de base. Ils vont quand même me laisser ça. alors, si vous êtes nombreux à participer à notre Tipeee, à notre Utip, on prendra la version de luxe, clairement. Oh, Pas du tout. Non, faut pas que je fasse ça. Est-ce que je vais réussir à me retenir et à ne pas pledger? On va voir. Et donc, il se termine, ce financement-là, je vais voir la date, il se termine dans 26 jours, donc vous avez tout le temps. Et bien sûr, l'objectif a été rempli depuis des plombes, puisqu'il fallait qu'ils fassent à peu près 9 000, et ils ont fait 67 000. Ouais, mais c'est bien Donc, à la base. Le jeu de base est bien. Après, moi, je vous Et puis graphiquement, ils ont fait la charte graphique, c'est beau, quoi. Enfin, c'est très élégant ce qu'ils ont décidé de faire. Et on a Antares qui est réactif parce qu'il a mis les liens pour nous soutenir dans le chat pour ceux qui regardent en direct sur Twitch. Alors, on enchaîne avec un jeu où, alors là, je l'ai juste sélectionné. Pas pour le jeu en lui-même en fait, mais c'est pour ses graphismes qui sont très surprenants. Dungeon Degenerates Hand of Doom, c'est la 5e édition, 5e tirage. Et là, on a du graphisme vraiment très très original. J'avais envie de vous montrer ça. C'est pas le genre de jeu que je vais faire a priori. J'ai pas grand chose à vous raconter sur ce jeu, mais là, on est dans un type de jeu où on n'a pas l'habitude de voir ce type de graphisme. On n'a pas l'habitude le plateau est pas mal. Sur la première image, j'étais là un peu genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, c'est parfaitement maîtrisé. C'est inhabituel. Donc, au niveau des yeux, on a tendance à se dire, mais les couleurs sont flashy, dis donc. Ça fait jeux vidéo moche des années. Enfin, je veux dire, c'est dans l'esprit, c'est les jeux vidéo qui étaient comme ça. Ils avaient parfois des couleurs. Mais là, c'est très très fort, quoi. Ouais. Ça me rappelle un peu ce jeu de Luc Loric, je crois, qui est sorti. Cryo. Oui. Il y avait un peu des couleurs comme ça. Ce qui faisait un peu plus Cryo, c'était un style à la Moebius, que j'aime beaucoup, moi, à titre individuel. Là, on est dans un style sensiblement différent, mais j'ai envie de le voir, ce matériel. Alors, celui-ci, je ne veux pas le pledger du tout. Juste, j'avais envie de vous montrer qu'il y a des projets assez différents. On va passer très, très vite dessus. Non, c'est drôle. C'est intéressant. Alors, on arrive sur le projet que moi, je pense que je vais craquer d'une façon ou d'une autre. Ça s'appelle Stone Saga. Alors, c'est le gros projet de la semaine. Regardez-moi ça. Il y a 5169 comptes. Alors, on voit les sous arriver en même temps qu'on est sur la page au bout de 2 secondes. Ça monte, ça grimpe, ça n'en peut plus de grimper. C'est un énorme jeu de survie coopératif en campagne. D'habitude, j'ai très peur de ce genre de jeu, mais là, je trouve que en plus, il y a une charte graphique qui est plutôt élégante et qui n'est pas fantasy générique où on a vu 10 000 fois le même truc. C'est un jeu de Max Brook et Luc Eddy. Alors Max Brook, c'est l'auteur entre autres de X-Wing, Star Wars X-Wing, et il a participé à La Légende des 5 Anneaux, le jeu de rôle. Et Luc Eddy, il a participé à Star Wars Légion, où il est l'auteur de Star Wars Légion, je ne sais plus. Donc c'est un jeu dans lequel nous allons incarner une tribu qui vit dans une vallée glaciale avec des monstres, etc. Et chaque partie, on va incarner une nouvelle génération de cette grande tribu. Et donc, nos personnages, durant la partie qu'on fait, ils vont mourir, parfois de vieillesse, parfois pas de vieillesse. Et à la partie suivante, on aura la génération d'après, les enfants de ces personnages-là. On va avoir plein d'actions du type pêcher, chasser, miner. Chaque action, ça sera des mini-jeux. Enfin, chaque possibilité, ça sera des mini-jeux. Le but étant bien principalement de survivre. Donc, de trouver de l'eau, de trouver de la nourriture, etc. Et le twist qui fait que vraiment, je pense que je vais le prendre, c'est qu'il y a un système de craft super malin. Et j'attendais de voir si un jour, voilà, là, il le montre, le système de craft. Vous voyez les tuiles? En fait, vous allez trouver des tuiles objets dans le jeu, des petites tuiles carrées, qui auront des symboles sur les 4 côtés de la tuile. Et en fait, quand vous aurez 2 tuiles objets, vous vous dites, tiens, j'ai un caillou, j'ai un bout de bois. Vous collez les 2 tuiles côte à côte pour voir le pattern que ça va faire, et vous allez regarder dans un grand cahier, le cahier du craft, pour voir si ça donne un résultat, en fait. Vous allez faire des expériences. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux obtenir quelque chose avec ces 2 tuiles-là? Et si vous l'obtenez, vous allez aller chercher la carte de cet objet dans le matos, il a l'air hyper beau.
Voilà, ça c'est le système de craft, juste sur lequel tu étais. Et bien sûr, de jour, on essaye de survivre. De nuit, c'est la merde. Il y a tous les monstres qui nous tombent dessus. Et moi, voilà, moi, tout est dit, quoi. Ça, c'est pour un 4 joueurs, des parties de 2 heures à partir de 13 ans. Ça donne super envie. C'est typiquement le genre de jeu, soit la promesse est remplie et c'est fantastique, soit la promesse n'est pas remplie et c'est la déception très, très forte. La chute de très, très haut. Mais de ce que j'ai vu, le matos est élégant. C'est joli, oui. Le craft a l'air vraiment pensé pour être, moi c'est ça qui me plaît, simple, efficace. Et en même temps, avec plein de possibilités. Donc il y aura des objets qui sont évidents et il y aura des objets moins évidents. Et c'est ça qui est rigolo. C'est qu'on pourra vraiment se dire, tiens, je vais mettre ces 2 objets-là, est-ce que ça fait quelque chose? Et on peut obtenir des trucs surprenants. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup. On peut l'essayer sur Tabletop voilà. Alors, ouais. Ça se tente, peut-être. Alors, la question qui se pose aussi, c'est combien de temps on va jouer à ce jeu-là? Parce que c'est vrai que nous, on a envie de faire plein de choses, mais moi, je commence à me méfier quand il s'agit d'un jeu à scénario. Est-ce que je vais réussir à y jouer? D'autant plus que le moment où je vais recevoir le jeu, parfois, j'anticipe sur le temps. En tout cas, j'impose au Martin du futur. Toi, fais gaffe, tu vas devoir jouer beaucoup à ce jeu-là. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que le Martin du futur est prêt? Il faudrait que je lui passe un coup de fil. Mais... J'ai vu ta collection de jeux. C'est pas crédible. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de KS. Mais par contre, je reçois parfois encore des KS auxquels je n'ai pas le temps de jouer. Donc c'est un problème quand même. Le problème. Alors, juste pour ceux qui se demanderaient, ce que j'aime bien aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on peut jouer avec la même équipe et on n'est pas coincé avec la même équipe. C'est-à-dire que si quelqu'un sort de l'équipe ou quelqu'un veut prendre sa place ou quelqu'un veut venir en plus, c'est complètement possible sur une partie, puisqu'on va jouer un personnage qui meurt, de venir que sur une partie. Donc ça, je trouvais ça bien et foutu. C'est un univers persistant. Bref, puis le thème, enfin bon, tout me plaît, moi. Je suis ambiancée de dingue. Alors, je propose de passer, Pénélope, sur le jeu suivant, parce que je n'ai pas grand-chose à en dire, en fait, et je vois que tu m'as marqué, toi non plus, pour ceux qui ont vu notre document de travail, vous l'avez vu passer, mais c'est pas grave. Il y a la suite d'un jeu qui n'était pas très bon. Voilà, on va pas en parler plus que ça. Très rapidement, on revient sur les jeux qui sont toujours dispo, donc on vous en reparle pas, mais c'est juste pour vous les citer, pour vous dire que vous pouvez, si vous n'avez pas encore pledgé ces jeux-là et qu'ils vous intéressent, vous pouvez suivre le Kickstarter de Hero Realms Dungeon, donc la suite de Star Realms et de tous les jeux qui rentrent, de Hero Realms surtout, de tous ces jeux-là de cartes très rapides et très nerveux. Witchbound, on en a parlé la semaine dernière, donc un peu plus en détail. J'ai failli. Il a bien marché, il est à $108,000. Que du narratif, j'ai failli. Je faillis encore d'ailleurs, parce qu'il reste 14 jours. Pas impossible que... Voilà. Call Baron, c'est également le jeu qui reprend le Gueule Noire et qui... de Michael Kisling et Wolfgang Kramer et qui est donc reproposé également. Il reste 7 jours si vous êtes sensible à ce jeu-là. Si vous êtes prêt à mettre un petit budget aussi, parce que c'est un jeu qui n'est pas très très gros mais qui coûte un peu cher quand même, comme souvent les Kickstarter, on a vite fait de mettre 75 € pour la version Deluxe. Donc voici les jeux qui sont toujours proposés en Kickstarter et il y en a quelques autres. Alors il y a des annonces également de jeux à venir que tu as notés. Alors oui, des grosses annonces cette semaine. La première, on l'annonce ensemble puisqu'on a pu en faire une vidéo ensemble. C'est Too Many Bones qui va arriver le 14 février. C'est Lucky Duck qui va faire la suite de tout le... Il y avait déjà eu la première boîte, la boîte de base, avec certains petits trucs en plus, mais c'était surtout la boîte de base. Et là, il y a toutes les extensions, ou quasiment toutes, enfin beaucoup en tout cas. Donc, vous allez avoir la boîte Undertow, qui est un standalone de Too Many Bones, donc une boîte que vous pouvez jouer à part pour 2 joueurs. Et ça, c'est vraiment chouette parce que vous avez tout ce qu'il faut pour jouer à 2 et en même temps, ça se mélange avec la boîte de base. Ah, je crois qu'il a failli s'étrangler. Vous aurez aussi 2 boîtes, je me souviens plus, c'est 40 Days, je crois. Et Tyranny, qui sont les 2 autres boîtes d'extension. L'une est une campagne, il y a une campagne dedans, et l'autre c'est du contenu supplémentaire principalement, des monstres, des cartes, etc., etc. Donc là on fait très résumé parce qu'on en reparlera quand ça arrivera. Et il y a 5 nouveaux Gearlock pour ceux qui connaissent, 5 nouveaux personnages qui seront disponibles aussi sur ce
Kickstarter. Ça va être un vrai... Enfin, c'est pas sur Kickstarter d'ailleurs, ça va être sur GameFound, je pense, ou Game on Tabletop, je ne sais plus. Ce sera sur un de tout ça. Mais ça va arriver le 14 février. Ne le ratez pas. C'est un des meilleurs jeux de... Enfin, c'est un de mes jeux favoris en matière de Ameritrash, encore une fois, et c'est vraiment exceptionnel. Alors, quel est le prix? On nous demande. C'est assez cher. Nous ne savons Honnêtement, c'est un vrai investissement si vous voulez tout vous équiper en ayant tous les éléments, notamment tous les personnages qui se rajoutent. Je crois que... oui, attendez-vous à dépenser plus de 100 € en réalité dans ce Kickstarter-là. J'ai vu passer les prix, pour être honnête, je les ai pas retenus, donc je ne vais pas m'amuser à citer n'importe quoi dans cette vidéo, mais pour tout avoir, ça représentera un vrai budget. Oui, tout à fait. Et en même temps, vous allez le voir dans la Et vidéo. il y aura un personnage exclusif qui n'est nulle part. Alors, plus exactement, qui était exclusif dans le Kickstarter anglais et qui sera disponible également dans le Kickstarter français, alors qu'il n'est pas encore arrivé dans la version anglaise. Vous aurez la possibilité de l'avoir à peu près en même temps que les Américains. Voilà pour ce projet. Alors, la grosse, on en parlait tout à l'heure, on a dit qu'on en parlait maintenant. Il y a eu une énorme annonce ce matin au réveil à 9h sur mon Facebook. Il y avait des images partout. Scorpion Masqué vient d'annoncer ce matin Dead Cells. Le jeu inspiré du jeu vidéo qui a été réalisé par la team Kaedama. Donc la team Kaedama, c'est Ludovic Maublanc, je crois que tu le connais bien. Antoine Boza, Corentin Lebras et Théo Rivière qui ont fait ensemble ce jeu, et le Kickstarter va arriver au printemps. Le pitch du jeu me plaît beaucoup. Moi, j'ai adoré le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous y avez joué, mais c'est un jeu de plateforme roguelite dans lequel vous êtes un personnage qui va sans arrêt mourir et repartir du départ, comme c'est ce genre de jeu qui cartonne et qui a partout depuis quelques années. Et sauf que ce que vous aurez appris, ce que vous aurez comme nouvelle arme, etc., sera disponible en repartant du départ. C'est-à-dire que vous repartez du départ, mais pas pareil, différent. Et ben là, l'idée, c'est que ça reprend ça. Ça sera ça sera un dungeon crawler à première vue coopératif, et ça sera un roguelite où on va pouvoir muter, s'améliorer, tuer tous ses ennemis, reprendre du départ. Le château est en évolution constante. On va pouvoir looter des armes et tout ça. Moi, ça m'ambiance beaucoup. J'adore l'univers visuel de Dead Cells, qui est un des plus beaux jeux vidéo de ces dernières années. Moi, j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais j'en ai beaucoup entendu parler, en tout cas du développement de ce jeu, parce qu'on a effectivement entendu parler de ce jeu un petit peu à l'avance au chalet. Voilà, l'information est officielle. On est curieux de découvrir ce dont il s'agit. Je sais que Sylvain est super fan, lui, du jeu vidéo. Donc pour lui, ça lui parle beaucoup. Moi, je découvrirai comme un nouveau joueur. Vous aurez un avis un peu plus neutre sur ce jeu-là. Et on a Corentin Lebras qui est en direct sur le chat. Donc n'hésitez pas à le cuisiner si vous voulez des informations supplémentaires. Et je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4. Et en fait, le personnage principal est un décapité. C'est-à-dire, si vous regardez la couverture, il n'a pas de tête. Il est mort et décapité. Et donc, il a juste une flamme à la place de la tête. Dead Cells, espérons que cela ne sera pas un Ameritrash à licence. Et Akashinai, donc Corentin qui répond, crois-tu qu'on aurait pris du plaisir à faire ça? J'aime bien. Au moins là, on peut se répondre directement, c'est la magie de Twitch. Voilà, donc ça c'était mes deux grosses annonces que j'avais notées. Oui. Toi, tu as noté quelque chose aussi. Alors, moi j'ai noté quelque chose, je ne crois pas. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Moi j'ai fini. J'ai pas eu le temps de regarder. Ah non, j'ai pas eu le temps de regarder. Très vite alors, simplement pour vous montrer, tu as eu des informations sur l'Incal. Oui, voilà, c'est un jeu de coopératif. L'Incal, c'est une BD extrêmement connue de Jorodowski et Mobius à l'illustration. Mobius, ouais, tout à fait. Et donc, apparemment, il va y avoir un jeu dans l'univers de la BD qui va être lancé en financement participatif le 22 février. Les auteurs sont Guillaume Montiage et Manu Rozoy. Donc ça, c'était un gage de qualité, a priori. Tout à fait. Et en fait, j'avais noté l'info parce que voilà, mais je n'avais pas eu le temps d'aller regarder en détail, donc je ne peux pas vous dire exactement quel est le fonctionnement du jeu. Guillaume Montiage, c'est un auteur de pas mal de jeux entre Kemet, souvent des jeux narratifs, parce qu'il travaille beaucoup sur des jeux narratifs, comme c'est le cas du jeu qu'il a fait chez Studio H et qui s'appelle, son nom m'échappe. En tout cas, les enquêtes que vous pouvez mener chez Studio H avec une enquêtrice, comment ça s'appelle? Les gens suspects, voilà. Merci beaucoup aux gens qui sont sur le chat et qui m'aident à trouver mes mots. Et qui savent tout mieux que nous.
Voilà, il est Pour de vrai. très spécialiste de narration. Et Manuel Rezois, il n'y a plus besoin de le présenter, c'est l'auteur de Time Story. C'est aussi un grand spécialiste de narration, de jeux vidéo également, puisqu'il travaille également beaucoup dans l'univers du jeu vidéo. Donc forcément, on est très curieux de découvrir ce qu'ils vont faire avec un monument comme l'Incal. Peut-être un jeu dont il faudra vous reparler également. Et alors From the Moon. Et une dernière, oui, voilà, il y a From the Moon, la boîte de jeux. On a parlé plusieurs fois. C'est un jeu qui va être également en financement participatif. J'ai de Johan Goupy et je lis mal l'autre nom parce que je suis pas, je suis pas à l'écran assez et de grand. Gilles Lafare, qui est un copain de Johan. Voilà. Ils ont développé ce jeu-là tous les deux et nous, on a eu l'occasion d'y jouer. On a eu l'occasion de faire une vidéo qui sera diffusée pour les Kickstarter également. Donc c'est un jeu à l'allemande, on va dire, en tout cas de gestion. C'est dans un univers un peu futuriste. Moi, c'est exactement le genre de jeu auquel j'apprécie de jouer. C'est un peu costaud, mais finalement, on retient bien toutes les actions après l'explication et on peut se concentrer sur nos stratégies. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Vous aurez l'occasion de le découvrir sur notre chaîne. Illustré par Miguel Coimbra, qui fait toujours du très beau travail aussi. C'est très beau la couverture. Et il sera jouable à Cannes. Voilà, c'était ça aussi l'information. Et prévoyez du temps. Prévoyez du temps. Mais oui, moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'y jouer, mais normalement, je vais pouvoir le découvrir également. J'ai hâte. Même si les thèmes spatiaux, les gens qui me connaissent savent que j'en ai plein le dos. Ah, moi, j'aime pas ça, moi. J'aime pas trop les thèmes spatiaux. Mais malgré tout, j'aime pas ça. Donc c'est pas ce qui m'attire. Il faut que l'univers soit vraiment très fort parce que c'est un thème et qui est compréhensible. Voilà, il faut vraiment qu'on ait une histoire, qu'on se raconte quelque chose pour que je sois accroché au thème spatial. Mais là, on passe outre le thème. C'est d'abord un jeu de gestion qui fonctionne très bien. Donc un peu à la Skymans. Ça me rappelait un peu Skymans dans le thème, un peu enfin pas dans le thème, mais dans cette idée de c'est spatial, mais en fait c'est la Lune, c'est pas très loin, quoi. On n'est pas sur On n'est pas dans des planètes, des factions, des trucs très éloignés où des fois on a du mal. Dit-elle alors que son jeu préféré c'est Beyond the Sun. C'est vrai, merci Étienne Roussel de me le rappeler. Et cette semaine, nous vous avions posé la question de savoir quel est votre type de jeu. C'était ton idée, Pénélope. Oui, parce que j'étais curieuse de savoir vraiment quel est le type de public qui est sur Instagram, qui suit la chaîne. Quel est votre genre de jeu auquel vous jouez le plus, vous ? Il y a une chose dans la réponse qui m'a vachement surprise, moi. Voilà. Vous aviez la possibilité de voter pour les jeux pour enfants, les jeux familiaux, les jeux initiés ou les jeux experts, et vous êtes une grande majorité à nous dire que vous êtes plutôt amateur des jeux initiés, c'est-à-dire ceux dans lesquels il y a quand même 2-3 règles à appréhender pour pouvoir être au point sur le jeu, les jeux à règles, contrairement aux jeux familiaux qui sont beaucoup plus accessibles. Tout à fait. Et on a les mêmes chiffres sur les jeux familiaux et les jeux experts. Moi, ce qui m'a surprise de dingue, c'est que les jeux enfants soient qu'à 2%, mais à ce point-là. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que ça soit plus bas, mais pas à ce point. C'est-à-dire que c'est vraiment une toute petite portion qui s'intéresse aux jeux enfants. Ce que je comprends d'un point de vue personnel, mais parce que moi-même, je ne suis pas intéressée par les jeux enfants, mais parmi les gens, je voyais beaucoup plus de parents s'intéressant aux jeux enfants, voilà. Mais c'était pas la question. Oui, c'était le principal. Mais oui, mais même si c'est le principal, c'est-à-dire que pour moi, il y avait plus de gens, voilà. Et je voyais plus un public familial, bizarrement. En fait, je voyais tout plus familial, enfant, et en fait, il y a beaucoup d'initiés et pas tant d'experts que ça non plus. Donc, non, une grande majorité d'initiés, quoi. On est entre initiés, quoi, finalement. Oui. Alors moi, si on veut se situer soi-même, c'est pas évident pour moi parce que nous, évidemment, on s'intéresse aux jeux enfants, mais par contre, on n'est pas des joueurs de jeux enfants, forcément. Oui, c'est vrai. On est plutôt, quand on se passionne, c'est forcément pour un autre type de jeu. En ce qui me concerne, moi, je suis à cheval entre les jeux initiés et les jeux experts. Mes grandes émotions sont très souvent sur les jeux experts parce que c'est là qu'on passe le plus de temps, donc il y a cet aspect-là qui compte beaucoup pour moi. Mais je suis un vrai curieux des jeux de société, donc les jeux familiaux, notamment avec des principes simples, je m'y intéresse beaucoup aussi, donc j'ai du mal, moi, à me situer là-dedans. Moi, j'ai de façon surprenante, j'ai mis jeux initiés. Parce que je me suis rendu compte que les jeux experts que j'aimais, en fait, ce qu'on appelle jeux experts aujourd'hui, sont des jeux très experts, très experts, et que les jeux experts d'hier étaient les jeux initiés d'aujourd'hui, quoi. Vraiment, quand on regarde les jeux d'Uwe Rosenberg d'il y a 10 ans, etc., c'est pas du jeu expert comme aujourd'hui l'école italienne est capable d'en faire, par exemple, les barrages, etc., qui sont... comme je disais, baroque, c'est-à-dire c'est des jeux avec multi-couches, des règles impossibles, etc. Donc moi, j'aime beaucoup ces jeux-là, mais ma vraie catégorie favorite, c'est les jeux un peu plus épurés. Bon, pas le jeu initié, voilà, mais quand même, je crois que je me situe entre l'initié et l'expert aussi.
Bah, c'est difficile de répondre comme ça avec beaucoup de précision. Moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas faire les tops. Tu vois, quand on doit faire un top 10 de nos jeux préférés, j'ai souvent refusé de le faire parce que au final, je suis incapable de dire quels sont mes jeux préférés du moment en réalité. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus facile à faire, ce sont les jeux qui nous ont le plus marqué dans notre histoire ludique, ceux auxquels on a le plus joué. Et ça, je sais le faire. Et dans cette catégorie-là, j'ai mis Hermès également, et qui est un jeu, je pense... tu vois, c'est plutôt expert, je pense quand même. On est sur le début de l'expert, mais on est quand même. Oui, mais on est sur le début de l'expert. Avant, c'était les jeux. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, Hermès, c'était le jeu expert. Quand j'ai commencé à jouer, c'était vraiment la catégorie expert. Et aujourd'hui, ce qu'on entend par expert, quand on voit les sélectionnés de l'Asdor, notamment Fédération, Carnegie et cette année. Mais après, ça peut changer selon les années. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que justement, ça évolue, quoi. Un petit peu dans un truc. En expert. Je le mets en expert Seasons, qui est un jeu auquel j'ai énormément joué. Je le mets plutôt en initié, par exemple. Après, Agricola, pour moi, c'est plutôt un jeu expert, malgré tout, surtout si on joue avec les cartes. Si on joue sans les cartes, là, ça, c'est complètement un jeu initié. Mais quand on commence à jouer avec toutes les cartes, c'est comme ça que je l'aime bien, c'est plutôt un jeu expert aussi. Ouais, Beyond the Sun, c'est un jeu expert, mais surtout dans son mais surtout dans son look et dans sa mécanique, c'est du expert moins. Moi, en fait, il faut me faire une catégorie entre les deux. Moi, je veux une catégorie. De toute façon, moi, je voudrais 10 catégories. Il y a un moment, soyons honnêtes, j'ai besoin de beaucoup plus de variations pour trier. Là, j'en ai pas assez avec 4. Terraforming Mars, c'est expert, mais c'est pas le jeu que je cherchais en fait, c'est pas celui-ci. Donc voilà, donc ces jeux qui m'ont beaucoup marqué sont très souvent du côté des jeux experts, et en même temps, ça ne nous empêche pas de découvrir plein d'autres types de jeux. Bon, c'est une information, c'est une question qu'on vous a posée, ce qui nous permet aussi de discuter et qui vous permet aussi de nous dire ce que vous préférez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, notamment si vous regardez sur YouTube. On est toujours curieux de connaître ce qui vous attire le plus. Ça nous donne déjà une bonne indication. Est-ce que tu as une idée de la question de la semaine prochaine ? Alors là, je ne peux pas trouver toutes les semaines quand même. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée de question dans le chat ? Est-ce que vous avez des propositions ? Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On vous la laissera découvrir la semaine prochaine. Combien de jeux dans votre ludothèque ? Non, mais ça c'est trop facile. Mais surtout, comment on fait pour répondre ? Là, si tu fais des tranches. Des tranches. 0 à 50. Tu sais que moi je peux pas répondre. Si, parce que c'est honteux. Parce que c'est honteux. C'est parce que je sais pas. Mais je serai dans la dernière rubrique, c'est sûr. Oui, je pense, ouais. Tu vois, un truc genre 0 à 50, 50 à 200, 200 à 600, et puis après les fous. Ouais. Moi, je suis pas encore dans les fous. Pas tout à fait. Plus de 10 000. Plus de 1000. Ouais, 6 000 à 10 000. Tu as vraiment plus de 10 000 jeux, Kelden 37 ? C'est vraiment possible, ça ? Plus de 10 000 ? Non, ça, ou alors tu aurais une des plus grandes collections de France, je pense. Ou alors c'est pour moi. Mais je crois pas qu'on soit 10 000, non, je pense que c'est pour toi. Mais je crois qu'à Trick Track, c'était dans entre 6 et 10 000. Ouais, nous c'est ça, c'est ça, mais on sait pas. Et je pense que vous êtes un peu là-dedans. Ouais, on sait pas où on se situe exactement, mais on est là-dedans, on est entre 6 et 10 000. Deux maisons pleines de jeux. C'est ça, c'est beau. On y dort bien en plus. Donc voilà, ça sera peut-être la question de la semaine prochaine du coup. On reviendra là-dessus, on évoquera un peu. Et si c'est la question de la semaine prochaine, ce que je ferai dans ce cas-là, et rendez-vous la semaine prochaine, c'est que je prendrai une petite caméra et je ferai un tour de la ludothèque du chalet. Comme ça, en même temps qu'on répondra à cette question-là, on vous montrera ce que ça représente en volume, les différents endroits où les jeux sont rangés. On a beaucoup plus de jeux. Nation SWG nous dit l'inventaire d'une boutique. On a beaucoup plus de jeux que n'importe quelle boutique en France, puisque forcément les boutiques elles font tourner leur stock. Nous, on ne le fait pas tourner, donc on a un choix qui est pas illimité, mais assez impressionnant. Pour jouer à tout, il faudrait beaucoup de temps. Quel critère est pour vous prédominant ? J'aime bien cette question, David Senka. Quel critère est pour vous prédominant dans le choix d'un jeu ? Le thème, la mécanique, le visuel ou le prix ? On le garde pour une future émission. Alors, ça serait un peu triste que ça soit le prix. Moi, je choisis un jeu que sur son prix. Je regarde son prix. S'il n'est pas assez cher, je le prends pas. Ça ne m'intéresse pas. Faut qu'on se le note parce qu'on va l'oublier sinon. Ouais. Mais c'est une question intéressante. J'aime bien.
La question Martin ou Pénélope, bah non, hein. Alors ça, blague à part, j'ai horreur de ce genre de questions-là, parce que en fait, les gens, ils répondent d'eux-mêmes. Et nous, là, tout de suite, je serrais un petit peu les fesses en postant les nouveaux formats vidéo sur notre chaîne, parce que je savais qu'on y aurait droit. Mais les gens, ils répondent pas Martin ou Pénélope, mais par contre, ils répondent Sylvain ou Pénélope, ce qui est quand même une comparaison qui est très difficile à faire, puisque c'est vraiment pas du tout les mêmes personnes, et pas du tout les mêmes intérêts, la même façon de voir le jeu, et c'est des façons de faire qui sont très complémentaires. Et moi, qui ne suis pas concerné, ça me hérisse le poil. J'aime pas du tout qu'on fasse ça. En fait, je vois pas l'intérêt. Je comprends pas. Mais tu sais, c'est quand je suis arrivée sur Trick Track, c'était on préférait Mousse. Donc il y a toujours une alors que là j'ai pas remplacé personne. Mais non, et puis surtout quand on a la chance de faire du jeu en groupe autour d'une table, on n'est pas obligé au début de la partie de dire moi j'aime pas trop machin, du coup je vais tenir pour truc. Enfin, ça n'a pas de sens. Et c'est pas du tout comme ça qu'on considère. C'est pas ce qu'on imagine, c'est pas ce qu'on aime. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est se sentir bien. Et c'est que chaque membre, chaque personne en tout cas qui participe aux émissions se sente bien, et la possibilité de trouver à la fois son ton et puis le plaisir de faire des émissions, de passer du moment ensemble. L'esprit de groupe est très très important pour moi, qui ne suis pas du tout un leader de groupe, mais quand même, c'est très important que les gens se sentent bien. Et l'envie de faire des nouvelles choses en plus des anciennes aussi. C'est-à-dire que moi, je ressens la même chose sur ma chaîne. J'ai une émission qui est emblématique, qui dure tout le temps, mais l'envie de tout le temps proposer des nouveaux contenus et tout. Sinon, nous-mêmes, on va se rétracter sur nous-mêmes comme des trucs qui s'assèchent parce qu'on fera des choses de façon répétitive. C'est intéressant de pouvoir proposer des nouvelles choses. En tout cas, nous, on aime ça. Et ce qu'on a vraiment hâte de vivre, c'est le Festival des Jeux de Cannes, puisqu'on sera tous ensemble et on aura l'occasion simplement de passer des moments ensemble. C'est ça qu'on veut vivre également. Alors, on arrive à la fin de notre émission. On va vous dire au revoir. On va vous faire un seul au revoir, Pénélope, si tu es d'accord, pour YouTube et pour Twitch. On ne fait pas l'actu des médias, c'était pas... Ah si, pardon. Si, je l'ai noté. Mais est-ce que tu as des choses à raconter sur... Ah si, il faut qu'on raconte. Ah bah quand même. Alors, juste avant de vous dire au revoir, c'est très important. On doit terminer par notre dernière rubrique, qui est une rubrique absolument essentielle, puisqu'on vous parle de ce qui va se passer. Je ne vais pas vous mettre de visuel, là, ça m'évitera de montrer des choses que je ne dois pas montrer, mais on va vous parler tout simplement du Festival des Jeux de Cannes, puisque c'est notre actu en particulier, et vous le savez, sur le Festival des Jeux de Cannes, nous aurons la possibilité de faire un live. On attend toujours d'avoir nos informations de connexion. En ce moment, on relance les personnes, les intermédiaires qui doivent nous donner la connexion tous les jours. Et on sera dans notre studio, dans le bureau numéro 18 du Palais des Festivals, et on fera un live en direct. Et nous allons avoir pas mal de personnes qui vont se relayer. Alors on a déjà quelques horaires, on peut le dire comme ça pour vous donner l'eau à la bouche. En tout cas, sans les avoir tous. De nos invités. Ça va être serré, hein, c'est en train de s'organiser vite. Moi, avec Martin, je lui envoie j'ai un rendez-vous là, et je remplis le truc au fur et à mesure. Je me dis il va falloir qu'on arrive à... Ça va être sport, on vous le dit, ça va être sport. Vous pourrez être connecté toute la journée, vous allez avoir du contenu toute la journée, ça va être super. Et puis ça sera détendu en même temps. Donc ce qui va se passer, c'est qu'entre 10h, on a dit à peu près, et puis 19h à peu près, hein, ça ne sera pas très très précis, mais vous aurez la possibilité de regarder les éditeurs se succéder, les gens avec qui on a envie de parler venir dans le bureau et échanger sur leur Festival des Jeux de Cannes, sur les nouveautés qui vont arriver dans vos boutiques et qui sont présentées sur le salon. Si on en a la possibilité, ça on ne vous promet pas, on va se balader avec des caméras, vous allez vous balader avec des caméras, je verrai si moi je le fais aussi, pour faire un peu de vlog, qu'on mettra peut-être entre les séquences, éventuellement. Et puis, il y aura également, pour les éditeurs qui veulent nous soutenir, la possibilité d'acheter des petits encarts de publicité, puisque entre deux séquences, entre deux invités qui se relayent, forcément, il y aura des écrans de transition. Et là, on va diffuser des teasers de jeux de société qui vont arriver dans vos boutiques. Donc, c'est a priori une très bonne visibilité pour les éditeurs qui veulent placer leurs teasers. Souvent, ils ont conçu des teasers, mais ils ne savent pas où les mettre. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir les diffuser auprès du plus grand nombre. On a un tarif pour ça. N'hésitez pas à nous demander des informations. Nous, ça nous aide beaucoup aussi, puisque tout ça, on le fait pour l'instant un peu bénévolement. Ça sera l'une des rentrées d'argent qui nous permettent de rentrer dans nos frais. Alors, j'ai pas le tableur sous les yeux parce que c'est sur mon écran de Riverside et je veux pas l'éteindre. Je te laisse annoncer ce que tu veux annoncer. Alors, je vais aller du coup sur le document que je n'avais pas ouvert, mais je vais aller regarder ça tout de suite. Tac. J'ouvre ça. Ça ne s'ouvre pas vite. C'est à toi de meubler là. Ah oui, je suis en train de meubler. Il y a Sylvain qui est là, qui vient juste d'arriver. Coucou Sylvain. Bonjour. On est en toute fin d'émission.
Bonjour. Là, j'ai même pas enlevé ma veste. Et là, vous avez Sylvain et Pénélope, vous voyez. Oh là là, fou, la classe, incroyable. Le Salut. monde n'a pas Pénélope, explosé. Je ne t'entends pas, mais je devine sur Et Aline. tes lèvres. Salut Sylvain, je suis super contente de te voir. C'est vraiment un plaisir. Tout à fait. Je te Tu es préfère un ma mec femme, formidable. Ça, je ne dis pas ça. Oui. Il parle un peu loin du micro, c'est ce micro quand je dis, il faut être vraiment collé au micro, Sylvain. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous, Mais c'est très bien que tu sois là, bienvenue. Sylvain, parce qu'on est en fin d'émission et on est en train d'annoncer ce qu'on fait sur Cannes, donc c'est-à-dire le... Je vais la faire en grande ligne, sans Voilà. donner trop d'horaires précis, parce que pour l'instant, ça peut encore bouger légèrement. Mais en gros, le jeudi, on va avoir un premier live où on pourra se présenter. Le jeudi matin, vous nous verrez parler et vous raconter un peu tout ce qui va se passer. C'est là que vous aurez peut-être le programme final. Faudra qu'on mette ça aussi peut-être sur un document à disposition des gens. Oui, mais voilà. ça va bouger en cours de festival, tu le Voilà. sais. L'après-midi du jeudi, on sait déjà qu'il y aura Lucky Duck qui va venir nous montrer des tas de choses. Le vendredi matin, à première vue, on aura Lumberjack. L'après-midi, pour l'instant, on assure Super Meeple, Bombix et Funforge. Ça va être beau. Le samedi, pour l'instant, c'est encore très très libre. Et le dimanche, on a Ori Games. Donc voilà, et d'autres choses sont en cours Oui. de confirmation. On aura Il y aura les Spesco conférences également. aussi. Spesco, je ne l'ai pas noté dans le calendrier parce que je n'ai pas encore arrêté la date, mais on aura la possibilité avec Aline de faire une petite émission sur Spesco. On vous présentera quelques jeux. On aura la chance d'avoir Benoît Forger avec nous, qui nous présentera quelques jeux. Et puis, j'ai eu pas mal de demandes. J'ai pas répondu à tout le monde encore parce qu'on est tout le temps débordé. Donc j'ai du retard dans mes mails. Ne vous offusquez pas si vous êtes éditeur et que vous attendez des réponses de ma part. Ça va arriver. On a énormément de choses à faire en très 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 peu de temps. C'est un petit casse-tête. En tout cas, ça va être fun. Oui. Tous les soirs, non, je précise aussi pour les gens qui regardent, si vous ratez la journée, tous les soirs à 18h, parce que vous travaillez en journée, je ne sais pas, tous les soirs à 18h, on fera sans doute le débrief de la journée, où on fera un petit résumé, ce sera à la cool, donc ne ratez pas ça. Mais en journée, on va se relayer et il risque d'y avoir vraiment du contenu quasiment pas H24, mais parce qu'on va quand même il y aura des plages de repos, voilà. Mais H12, H8 et ça sera chouette parce qu'il y a les retours d'éditeurs sont enthousiastes et ils sont contents, voilà. Donc ils vont pouvoir vous montrer des trucs à distance et ça va être chouette. Et alors, on nous demande comment avoir accès aux infos, les encarts pubs, pour pouvoir nous montrer les news. En fait, il faut m'envoyer un mail, tout simplement, si vous voulez avoir ces différentes informations-là. Je ne les donne pas, je ne suis pas très, très commercial, moi. Je n'envoie pas des infos de base à tout le monde, surtout sur un projet qui vient de se monter, là, il y a quelques jours. On est vraiment les mains dans le cambouis, en fait. C'est ça. Sylvain. Sylvain, il n'entend rien, en fait. Hein, comme je n'ai pas prévu d'avoir deux écouteurs en même temps. Je t'entends toi, quand même. Tu m'entends, moi. Du coup, je devine ce que dit Pénélope. Exactement. C'est très rigolo comme jeu. Voilà, voici pour notre programme du Festival des Jeux de Cannes. On vous donne rendez-vous là-bas. La semaine prochaine, on vous dira ce qu'on a en plus. Et chaque semaine, vous saurez un petit peu plus les éditeurs qui vont venir, etc., ce que vous allez pouvoir voir. Donc là, pour l'instant, c'est Lucky Duck, Lumberjack, Super Meeple, Bombix, Ori Games et d'autres qui sont sur la ligne. Il reste qu'une semaine avant Cannes, je viens de me réaliser. Mais oui, t'as vu comme ça passe vite. Ça va venir très très vite. Une semaine. 10 jours. Une émission. 15. Oui, c'est ça, une émission. Ah oui, une émission. Ah, ça va vite. Eh bien, on arrive à la fin de notre émission, justement. Cette fois-ci, j'ai bien fini. J'ai pas oublié un chapitre. C'est bon. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. La semaine prochaine, pour revenir sur les news. Et là, je vous le garantis, il n'y aura pas de problème technique. Pas sûr. Et tout roulera comme il faut. Mais bien sûr. Nous, avec Sylvain, on va aller tourner. Avec des jingles qui sont très demandés. Alors les jingles, j'ose pas en fait. Je l'ai fait dans notre format YouTube et les gens qui ont regardé m'ont dit que c'était insupportable. Donc sur les derniers, je me suis calmé sur les jingles. T'as mis des jingles entre les... Sur l'émission numéro 2, entre les rubriques. Je l'ai mis et les gens m'ont dit que c'est insupportable en fait. C'est coupé sans arrêt par des grosses musiques. Et effectivement, en le repassant, je me suis dit non, peut-être que c'était... Pourtant, c'était quelques secondes, mais bon. Donc je me suis calmé là-dessus. Mais si vous avez besoin de jingles visuels, au moins peut-être on le fera dans de futures vidéos par étapes. Allez, on vous souhaite une bonne après-midi à tous. Je vous dis au revoir. Pénélope, à très bientôt. À très bientôt.